édition du dimanche 13 mars 2022. Bien bonjour à tous et merci d'être sur la TV OTS. On a trop supporté. Les enseignants rejettent les mesures et propositions du gouvernement camerounais. En effet, dans une correspondance signée du secrétaire général de la présidence de la République, le président de la République en l'a appris à demander instruction au ministre des Finances de procéder à partir du mois de mars 2022 au paiement du complément salarial mensuel aux enseignants titulaires ou non de décrets d'avancement qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire. Il a également instruit le paiement de l'indemnité de non-logement aux enseignants qui ne perçoivent pas encore leur salaire. D'autres mesures également ont été prises, des mesures que les porte-paroles du mouvement OTS jugent insatisfaisantes. Et pour cause, elles ignorent les requêtes fondamentales que sont la signature du décret d'application du statut particulier des enseignants adopté en 2000, ainsi que la dette de 181 milliards de francs CFA. On en parle en revenant également sur les dernières sorties des membres du gouvernement sur la question. Perturbation dans la fourniture en énergie électrique au Cameroun. Le gouvernement réagit. Dans un communiqué rendu public ce samedi 5 mars 2022, le gouvernement annonce que ces interruptions répétitives ont pour principale cause la crise hydrologique consécutive au changement climatique qui affecte le monde entier, impactant la production au niveau national. Dans le même communiqué, René Emmanuel Sadi annonce des mesures pour permettre le retour progressif à la normale. On en parle et pour sortir, on reparlera de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest avec l'assassinat la semaine dernière du sous-préfet des Kondo Titi, du maire de la même ville et d'autres personnes. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Hervé Emmanuel Com. Vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Léla, bonjour à tous les téléspectateurs de cet hebdo et je suis heureux d'être là. Alors cette semaine justement, on a pu voir sur la toile des images du journaliste Paul Tchouta qui a été... on va le dire ainsi, tabassé, parce que même si on ne sait pas exactement dans quel contexte ça arrive, c'est arrivé. Qu'est-ce que ces images vous inspirent comme commentaire ? Je suis scandalisé, ça me choque. C'est inacceptable dans un état de droit. Et c'est inacceptable ce qui arrive à ce jeune homme, même si il paraît vivre un peu dangereusement avec ses activités, ses fréquentations. Je le lis avec parfois. Avec ses activités ? Oui, je le lis parfois parce qu'il a une plume certes libre, mais d'une légèreté parfois qui peut créer des problèmes personnels, vous comprenez? Mais ça ne justifie pas l'état dans lequel je l'ai vu. C'est totalement inacceptable. Je veux dire, qu'est-ce qui fait problème avec ces publications? Ce qu'il dit ou la façon dont il dit? Je ne sais pas, je ne suis pas une de ses fréquentations, je ne suis même pas son client. Mais vous avez quelquefois lu nous ne sommes pas dans son... Mais j'estime simplement que ceux qui ont pris pour activité de dénoncer, de calomnier, de dire des choses et qui doivent apporter la matérialité, ils doivent savoir aussi que malgré leur témérité, ils prennent le risque parfois d'outrer personnellement. C'est-à-dire, ça sort du terrain d'un débat objectif pour devenir un problème personnel entre les personnes. Donc, il faut explorer toutes les voies. Moi, je ne peux pas préjuger de la conclusion. En fait, en dénonçant les travers de la société. Ce n'est pas en dénonçant, il peut aussi parfois être quelqu'un qui est, comment on appelle ça, diffame. La dénonciation, ce n'est pas une profession. La dénonciation, c'est lorsque vous dites quelque chose qui s'avère après vrai, que vous dénoncez une situation, mais parfois vous pouvez dire des choses qui sont inexactes, qui sont de nature à détruire la réputation des gens, et tout le monde n'a pas le calme que vous et moi nous avons. Donc, c'est en cela que je dis qu'il vit dangereusement, mais cela ne justifie pas qu'on le mette dans l'état dans lequel je l'ai vu, et j'espère, je le souhaite, que les enquêtes... On sait que ce n'est pas la première fois, justement, que ça arrive à Paul Tchouta. Et c'est en cela que Léla... En fait, je veux dire, vous parlez d'enquête. Qu'est-ce que les enquêtes précédentes ont révélé pour qu'on en attende davantage de celles... Alors, si vous avez pris le parti de penser que les enquêtes n'aboutissent à rien, nous ne sommes pas du même... Non, je veux dire, en ce qui concerne le cas Paul Tchouta. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres enquêtes en ce qui concerne son cas. Pour le peu que j'ai lu sur Paul Tchouta, il a été mêlé. D'abord, parfois, il a été victime aussi de son environnement professionnel, parce que il a été vu dans un sextape et après il s'avère que ce sont les gens qu'il connaissait. Et après on dit qu'ils étaient d'un certain parti. Bon, Maître Bébé autour de cette table, il est mieux indiqué, mais je dis simplement que ce qui arrive à ce jeune homme... Parce que ce qu'il a dit, c'est que ces téléphones ont été récupérés lorsqu'il a été interpellé et donc... Ben, je dis ceci. Hein. Nous sommes dans une république impartiale. Oui. Aucun Camerounais ne doit avoir le sentiment d'insécurité. Aucun Camerounais ne doit être menacé pour ses opinions. Et personne ne doit être violenté, même pour ses opinions qui choqueraient d'autres.
nous avons des institutions pour réguler les différents rapports. Je suis malheureux et je souhaite bon rétablissement à ce jeune homme-là, à ce compatriote, Pochuta. Je dis que c'est inacceptable. Je n'ai pas besoin d'emprunter d'autres mots. On ne peut pas expliquer. D'ailleurs, vous m'avez entraîné sur un terrain qui pouvait donner l'impression que je pourrais expliquer l'agression dont il a subi. Je dis, c'est inacceptable. Moi, j'ai des fils qui ont son âge, et je peux vous dire, vous ferez ça à mon fils, ça se passera autrement. Donc, c'est inacceptable. Il doit être sous la protection de la République, il doit être protégé, mais il faut qu'il essaye aussi de penser qu'on n'a qu'une vie et qu'il ne vive moins dangereusement. Merci Hervé Emmanuel Comme d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit Emmanuel Cognier, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, économiste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Lelay, merci de m'inviter à cette discussion hebdomadaire. Je crois que vos millions de téléspectateurs seront satisfaits de nos prestations et je crois également que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Avec vous, justement, j'aimerais qu'on commente cette dernière actualité. Je parle bien sûr du déguerpissement des populations des Senghais cette semaine. J'aimerais également qu'on s'apaisantisse un tant soit peu sur la sortie des chefs traditionnels Sawa Djoufouri, qui ont apporté leur soutien au port autonome de Douala. Oui, c'est assez étonnant qu'ils puissent apporter, n'est-ce pas, leur soutien au port autonome de Douala, parce que ces gens qui sont là... Je précise, face au roi Bel, parce que le problème oppose finalement le canton Bel, qui se dit propriétaire de ces terres, au port autonome de Douala, qui lui fait savoir ce domaine est un domaine public de l'État. Oui, disons que le port, c'est une excroissance de l'État, mais le port ne peut pas, sous prétexte que c'est un domaine public de l'État, penser que ça devient subitement le domaine du port. Le port est comment dirais-je, c'est une personne morale. Et puis, je voudrais vous signaler que le collectif des guerpilles des Senghais sont au tribunal. Il y a une procédure pendante au tribunal administratif avec le port autonome de Douala. Et ce contentieux n'a pas été vidé. Et le port a posé cet acte. Nous avons un juriste ici qui nous disent si on peut exécuter un acte qui n'existe pas. Ils ont déguerpi sur la base de quoi? Quel est le document qu'ils avaient en main pour procéder à ce déguerpissement au moment où ils étaient au tribunal dans une procédure? Et je pense que ce passage en force peut s'expliquer de plusieurs manières. Le port lui-même est en difficulté. Vous voyez, le port de Kribi, lui, il a été conçu avec... c'est un complexe industrialo-portuaire. Il y avait 13 quais qui étaient prévus, n'en ont que 3. J'ai suivi le directeur du port un jour à la télévision en train de dire c'est pas grave, le port de Kribi va nous servir de port de transbordement. Là, vous parlez du port de Kribi. Oui, non, ça a un effet. Ça veut dire que les bateaux qui arrivent là-bas vont remettre les conteneurs dans des petits bateaux, des grands bateaux, pour qu'on les ramène à Douala. Alors, semble-t-il, c'est la pratique qui a lieu. Et puis, le port de Douala a besoin des espaces pour pouvoir, n'est-ce pas, créer des parcs pour installer. Et maintenant, il faudrait forcer des espaces pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre des conteneurs partout. Et ils ne sont même pas capables d'attendre que la procédure aboutisse parce qu'ils ont urgemment besoin de ces espaces et ils viennent déguerpir les gens. Moi, je crois que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Et puis, quand on déguerpit des gens comme ça qui ont été là-bas, personne ne peut s'installer sur une parcelle de terrain à Douala sans avoir payé quelque chose quelque part. Et si le roi Bel a donc installé ces gens là-bas, de toute façon, c'était d'abord des terres traditionnelles avant d'être des terres qui appartiennent à l'État. On ne va pas dire que le roi Bel n'avait pas le droit d'installer des gens là-bas. Il a installé les gens là-bas. Maintenant, on dit que c'est le domaine public. On les a vus construire. Il y a des immeubles qui étaient là-bas. Tout le monde a vu tout ça. On a vu tous ces immeubles pousser. Et maintenant, vous venez développer un certain urbanisme après l'occupation du sol. Il établit que chaque fois que l'urbanisation arrive après l'occupation du sol, ça crée des problèmes. Et c'est le cas qui arrive à Essengue. Il faut donc que le port sache que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est des voies de fait et que les populations concernées vont continuer la procédure. D'accord. Hervé Emmanuel, comme vous ajouter quelque chose avant qu'on ne présente les deux autres. Oui, Léa, merci de me donner la balle. Je suis un peu embêté par l'intervention d'Emmanuel parce qu'il mélange les choses et je suis triste parce que ça concerne aussi d'autres activités, on le verra plus tard. Je pense que ce n'est pas parce que vous êtes opposant que tout est bon pour embêter ce que vous croyez embêter l'État ou le gouvernement. On appelle port, le port est une infrastructure militaire et commerciale. Et c'est une zone de haute sécurité. Je vais faire court. Là où on appelle maintenant
Essengé, ça n'existait pas. Ce sont les mangroves qui étaient là. Et je vous assure que pour ceux qui connaissent Douala, l'eau arrivait juste derrière de la résidence du gouverneur actuel. Vous comprenez? Et il s'est passé des choses, c'est-à-dire qu'on a donné au port un territoire qui n'a pas occupé d'un seul coup parce que le port se développe. Et depuis, il y a un décret de 1975 qui fait en sorte que le port a une zone maintenant bien délimitée et qui va jusqu'à Youpoué. Et il faut qu'on libère cela. Je voudrais dire deux choses. Un, Emmanuel a tort de dire que c'est une voie de fait, parce que jamais il y a eu une telle démarche. La direction actuelle du PAD, non seulement a indemnisé les occupants sans droit, il leur a donné les délais qu'il fallait pour... En fait, Non, ils n'ont pas été indemnisés. Je vous en prie, Emmanuel Kounié. Alors, pour m'être entretenu, je veux juste préciser, pour m'être entretenu cette semaine avec Maître Pailleret, qui est justement l'avocat de ces populations, des membre du SDF. Qui est l'avocat, sauf que là, il opère sous sa casquette d'avocat. Oui, mais il est alors, Maître Pailleret fait savoir justement qu'à la base, le port autonome de Douala avait promis pas indemniser, mais accompagner ces populations pour qu'elles puissent se loger hors du port de Douala. Mais je précise juste, mais qu'au finish, ça n'a pas été fait. Maître Pailleret. Ils n'ont pas été indemnisés. Voilà. Accompagner, c'était le terme. Maître Pailleret, qui est un ami, dit quelque chose d'inexact. Et je le mets au défi de venir quand il veut dans cette émission pour que je le confonde avec la vérité. Le port a indemnisé sur un montant de près, je m'excuse de le dire, je ne suis pas du port, de près d'1 milliard de francs. L'occupation sauvage qu'il y a eu au port, parce qu'il y a 2 zones. Et on a même construit des écoles. Et il y a même des boulangeries à l'intérieur du centre d'état civil. Il faut dire aussi ça. Oui, c'est que le centre d'état civil a été aussi déguerpi. Ça fait partie des turpitudes, parce qu'on ne voit pas ce qu'une mairie va faire en créant un centre d'état civil dans une zone inhabitable. Bon, c'est pas grave. Mais revenons à ce qui s'est passé avec le déguerpissement. Je vous assure qu'en ce moment, on est dans une procédure, puisque Emmanuel ne le sait peut-être pas, de certification du port autonome de Douala, qui est quand même une infrastructure essentielle pour notre économie et pour notre sécurité. La certification a des normes. Il n'y a que 2 agences dans le monde qui certifient les ports. Une agence américaine et une agence anglaise. Et pour avoir cette certification, il faut que tous les corps étrangers aux activités du port soient hors du périmètre du port. Vous comprenez? Et c'est ce qui explique que ni la douane, ni la gendarmerie ne se trouvent même plus à l'intérieur du périmètre de l'activité portuaire. C'est la condition pour avoir l'autorisation de stationnement des navires américains, anglais pour le commerce et des navires qui quittent ici pour aller faire le commerce international. Donc, c'est une question de sécurité nationale. Dernière chose que je dois dire. Il n'y a pas un seul occupant qui habitait à Essengé, puisque j'ai été là-bas il y a 3 jours, qui était originaire du canton Bel. Bon, j'ai beaucoup d'affection, je suis d'un commandeur, donc je suis né, même si c'est à l'hôpital Quintini, du canton Bel, et j'aime beaucoup Sa Majesté Yves. Et ce n'est pas lui pour corriger qui a logé les gens là-bas. À la limite, c'est son feu père. Il n'y a pas un seul natif du canton Bel qui se trouve à Essengé. Vous n'avez pas un cas dans le monde, et j'ai fait au moins 20 fois le tour du monde, d'un port de l'importance du PAD, du port autonome de Douala, où il y a des villages à l'intérieur, pour des raisons de sécurité et pour 1000 autres raisons. Donc, qu'est-ce que la direction générale actuelle du port a fait, Cyrus Ngor? Il a mis un programme où ils ont été dédommagés, et je n'ai pas à révéler combien ils ont été dédommagés. Il leur a donné des délais et du temps pour libérer les espaces. Et le port est en train de se développer, il faut qu'il aille jusqu'au bout. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Il y a des mosquées, des églises à l'intérieur du port. Et je termine là-dessus, et ça s'est fait en respectant les uns les autres. Il faut qu'ils aillent se caser ailleurs, et on peut les mettre ailleurs. Donc, si vous avez eu la lettre des chefs du Ngondo, c'est parce qu'ils ont signé un accord avec le PAD dont eux, ils sont respectueux du contenu. Je peux en dire plus. Non, je note que vous donnez du crédit à la sortie des chefs Sawa, mais qu'à la sortie de Maître Paul Pailleret, vous la prenez avec des pincettes. Je suis désolé, je suis un ami. Qui est tout de même le représentant, l'avocat. Ce n'est pas parce que vous êtes représentant d'un gangster que vous êtes devenu un homme. Il porte la parole de ce collectif. Est-ce qu'il y a une procédure au tribunal administratif? Emmanuel Kounié. La différence entre Emmanuel Kounié et Pailleret et moi, c'est que nous ne sommes pas au tribunal ici, à cet hebdo.
Nous sommes là pour présenter les faits et que chacun se fasse la religion de la vérité. D'accord. Emmanuel Pairé est dans son rôle. Il est vrai que moi, j'ai une conception de l'avocature qui fait qu'un avocat n'est pas obligé de mentir pour défendre ce qui est contraire à l'ordre public. Mais je vous dis que les chefs Sawa qui ont fait cela, c'était pour rappeler que tout le monde rentre dans le respect de la loi et l'ordre et de l'intérêt général. Le développement de ce port, c'est le développement du Cameroun. Et on ne peut pas le prendre en otage. Si des gens ont des besoins d'intérêt, ça peut s'arranger. Mais vous n'allez pas retarder la sécurisation du port autonome de Douala simplement parce qu'on fait le chantage. Merci Hervé Maniakom. En face, on reçoit maître René Roger Bébé. Il est avocat, il est également militant du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour maître et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je dis bonjour à mes co-panélistes et à nos nombreux téléspectateurs. Alors sur la même actualité, il y a quand même que le chef traditionnel du canton Bel était face à la presse le 27 ou le 28 février. Je doute un peu, je ne connais plus la date, je ne sais plus la date exacte. Oui, en fin février. Voilà, en fin février, voilà. Et il a révélé effectivement que l'affaire était pendante devant les juridictions au moment où le port autonome de Douala décide de faire partie de ces populations. Oui, c'est un dossier que je ne connais pas très bien, mais ce que je peux dire, c'est que je confirme tout d'abord sur le principe ce que le grand frère Emmanuel m'a dit sur la nature et le statut du port et le périmètre qui doit entourer toute la zone portuaire, la sécurité qui doit y régner. Ça, je le confirme. Maintenant, le seul problème qui se pose à moi, c'est de savoir si les procédures ont été respectées. C'est tout. Si la procédure a été respectée, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais je pense quand même que c'est une situation qui devient récurrente. Parce qu'à côté du port, il y a l'aéroport. Nous avons les déguerpis de Newton, pour lesquels le président, l'honorable Cabral Libi, est descendu sur le terrain pour apporter son soutien aux populations qui avaient été déguerpies sans respect des procédures. Et je le dis parce que je suis en charge de ce dossier, je n'en dirai pas plus. Donc pour moi, c'est tout simplement le respect de la loi. D'accord. Merci maître René Roger Bébé d'être avec nous ce dimanche face à vous. Raoul Lemopi, il est enseignant au lycée de Brazzaville. Bonjour monsieur Lemopi et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à mes co-panélistes, un bonjour particulier à... Bonjour Raoul. Ah d'accord, vous connaissez. Comment j'ai été président du conseil d'établissement, on nous connaissons. Un bonjour particulier à monsieur Hervé Com. Je vais dire les autres vont être jaloux, hein. Je dis ça chez rien. La préférence n'est pas maladive. Oh. Je vais dire... Il enfonce le clou. Je vais aussi dire bonjour à madame le proviseur du lycée bilingue de Dorpassi, et simplement pour la rassurer que lorsqu'un syndicaliste, n'est-ce pas, vient dans un établissement public, ce n'est pas pour faire de l'espionnage, c'est pour syndiquer ses collègues. Donc, il faut rester rassuré. Bonjour, madame le proviseur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un provocateur. Alors, il savait que... je suis provocateur. Alors, je suis arrivé au lycée de Dorpassi à l'appel de plusieurs collègues qui ont choisi de se syndiquer. Vous savez, l'actualité de l'heure, et vous savez, quand le marteau de l'État veut commencer à frapper, il faut prendre toutes les dispositions. Je suis allé syndiquer des collègues là-bas pour le SNAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Et dans une réunion administrative avec d'autres proviseurs, madame le proviseur du lycée bilingue de Dorpassi a dit qu'il y a un espion qui est venu dans son établissement. Espionner, ce qu'elle fait à l'effet de déstabiliser son fonctionnement. Non, je la rassure, il y a la Convention 87, n'est-ce pas, des Nations Unies, que l'État du Cameroun a ratifié portant liberté syndicale et protection, n'est-ce pas, des droits des syndiqués. Rien ne rappelle ici l'espionnage. Il y a un ensemble de chartes et de textes que l'État du Cameroun a eu à promulguer sur les intérêts des syndiqués. Et pour moi, ce n'est pas un péché, encore moins un tabou, de parler du syndicat aux collègues. Il faut plutôt, n'est-ce pas, amener les enseignants à se syndiquer, parce que vous savez que l'un des plus gros problèmes que nous rencontrons, c'est l'absence, la quasi-absence de cette masse critique capable de porter de manière efficiente, efficace les problèmes des enseignants. Et si on regarde très bien, vous verrez que le taux de syndicalisation au Cameroun, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'éducation, est inférieur à 5%. D'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. Alors, OTS, on a trop supporté.
Les enseignants du Cameroun entendent poursuivre leur grève la semaine prochaine. Ils rejettent en bloc. Alors, Hervé Emmanuel, comme n'y croit pas trop, il rejette les mesures et propositions du gouvernement camerounais. Alors, maître Bébé, je ne vous ai pas entendu depuis le début de cette grève. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un avocat d'affaires. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'opération Crémant lancée par le mouvement OTS? Non, vous m'avez entendu à travers les leaders de mon parti politique, notamment à travers le président Cabral Libi. Oui, je m'aligne sur la position qui est la sienne et qui est la nôtre. C'est-à-dire que, tout d'abord, nous pensons que les enseignants sont très maltraités au Cameroun et que c'est un problème sérieux que nous devons vraiment apprendre à bras le corps. Et si les enseignants refusent les mesures qui ont été prises par le président, qui ont été annoncées par le chef de l'État, je pense que c'est parce qu'ils ne se complaisent plus dans les mesurettes. Ils veulent de véritables mesures en profondeur, dans la totalité de la problématique qui est la leur, et des mesures pérennes. Ils ne veulent pas revenir sur le problème. C'est pour ça que nous sommes d'accord qu'il faut que les états généraux de l'enseignement soient convoqués et que le décret qui va donc définir le statut de l'enseignant soit pris très rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous le savez certainement, les députés du PCRN ont proposé une résolution au président de l'Assemblée nationale portant création d'une commission d'enquête pour examiner la question des enseignants, savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi? Savoir qui sont... On a besoin de toute une commission d'enquête pour... Ben oui, madame. Ben oui. On a créé des commissions d'enquête pour moins que ça. C'est quand même un problème. Ne prenons pas ce problème... Enfin, vous le dites comme si vous êtes pour la prolifération des commissions d'enquête. Non. Nous sommes pour l'efficacité des commissions d'enquête. Parce que ne prenons pas ce problème simplement sous l'angle de l'enseignant ou sous l'angle de l'enseigné. C'est un problème qui dépasse le cadre de ces personnes que je viens de nommer. C'est un problème qui touche à la stabilité du pays. C'est un problème de patriotisme. Parce que si les enseignants n'enseignent plus, que devient le Cameroun de demain? Vous comprenez donc qu'une commission d'enquête s'impose pour voir qui sont les responsables de cette situation et prendre les mesures qui s'imposent. Nous ne voulons plus assister à ce genre de pugilat médiatique auquel nous avons assisté dernièrement entre deux ministres de la République qui se livrent à une espèce de lutte qu'on appelait au village le palapala, en se rejetant les torts l'un sur l'autre. Mais ce que moi j'ai retenu lorsque Mme Nalova rejette la responsabilité de cette catastrophe sur son collègue de la fonction publique, c'est que, et vice-versa d'ailleurs, c'est que les deux ont raison. Il est à peu près certain, on peut le dire, que les dossiers envoyés par Mme Nalova à son collègue de la fonction publique ne sont pas toujours tous bien ficelés. Inversement, il est tout aussi vrai que tous les dossiers qui arrivent à la fonction publique ne sont pas tous mal ficelés. Donc, la responsabilité est partagée entre ces deux membres du gouvernement. Et j'ai vraiment honte de ce que nous avons vécu ce jour-là à la télévision. Parce qu'au lieu de passer de la médiocrité à l'excellence, là, nous sommes partis de l'excellence à la médiocrité. Wow. N'oubliez pas, le ministre appelle des excellences. Wow. Nous sommes passés de l'excellence à la médiocrité. Et il faut vraiment que le président de la République prenne ce problème à bras le corps, madame. Et je terminerai par une chose. Le président Cabral Libi avait été mal entendu, mal compris, je veux dire, lorsqu'il a dit que la faute revenait aux enseignants. Et le représentant des enseignants ici, d'un syndicat des enseignants, vient de dire que les enseignants constituent une foule qui ne sait pas faire foule. Puisque les enseignants continuent de voter un même personnage, un même parti politique. Ah bon, comment tu le sais? Oui, vous comprenez. Donc, comment tu le sais? Ils sont combien? 900 000 au moins. Oui. Mais comment tu le sais? 900 000 enseignants. Je suis sur le terrain. Il y a un secret des urnes, maître. Je suis sur le terrain. Maître. Oui. Je te rappelle à l'ordre, il y a un secret des urnes. Je dis que je suis sur le terrain. Je discute avec eux. 900 000 quoi? Je suis... 900 000 enseignants. Maître Bébé à la parole. Je suis un élu. Donc je discute avec la population. Vous ne pouvez pas me renier ce doigt. Voilà. Donc, en fait, c'était une façon de leur dire qu'aux prochaines échéances électorales, vraiment qu'ils sachent qui voter, qui mettre aux affaires, qui peut résoudre leurs problèmes. Qui a proposé une commission d'enquête en dehors du président Cabral Libi? Qui? Mais Hervé Emmanuel, ça fait quand même 3 semaines que cette grève perdure. Comment est-ce que vous analysez justement la façon dont elle évolue? Alors, madame, après un procureur talentueux comme Maître Bébé,
je suis obligé de faire d'abord quelques précisions parce que nous connaissons M. Le Mobé et moi. Je parle, certes, je représente le RDPC ici, mais je suis un ancien président du conseil d'établissement du lycée Mongo. Je suis précis à Douala et je suis actuellement président du conseil d'établissement de 4 groupes scolaires à la CTC. Donc je vis avec les enseignants, je vis dans cet environnement. Il y a un problème du bien-être de l'enseignant au Cameroun. Quel que soit enseignement supérieur ou enseignement de base, je ne parle pas enseignement secondaire ou enseignement de base, je ne parle pas d'enseignement supérieur que je ne maîtrise pas très bien. Donc, il y a un problème de redonner de la confiance à l'enseignant, à la famille de l'éducation, et puis de lui donner un statut bien précis. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a 10 ans, j'étais parfois contraint, moi, de mes propres proches, de donner des indemnités, de faire quelque chose pour les maîtres d'enseignants, pour les professeurs qui n'étaient pas encore intégrés. Donc il y a un problème. Ça veut dire qu'au-delà des problèmes qui sont importants, parce que contrairement à certaines déclarations, le métier d'enseignant n'est pas la Croix-Rouge. Certes, c'est une vocation, mais ce n'est pas la Croix-Rouge. Il faut donc que celui qui pratique ce métier, qui est noble, vive de son métier. Mais il y a un problème de base. Et Maître Bébé a effleuré le mot tout à l'heure sans parler. C'est qu'il faut rentrer dans une analyse globale de ce qu'on appelle le statut de la fonction publique. Et les différentes périodes des programmes d'ajustement ont fait que moi, je n'accuse pas les enseignants, je vis avec eux. Parce que la plupart de ces enseignants, surtout pour l'enseignement de base et le secondaire, font d'autres métiers qui n'ont pas été formés pour ça. Ils sont par exemple des assistants sociaux. C'est-à-dire ils vivent en compensant la démission des parents, en compensant la démission même des pouvoirs publics. Ils reçoivent les enfants, parfois doivent les soigner, doivent les nourrir, doivent leur apprendre des choses qui ne relèvent pas simplement de l'instruction publique. Donc il faut redonner une confiance. Alors moi j'ai parlé du statut de la fonction publique parce qu'on découvre que si dans certains corps de la fonction publique, qu'elle soit civile ou militaire, on est matriculé à son entrée en passant un concours, par exemple, c'est différent d'eux. Et cela est dû, pour dire la vérité, au fait que comme nous étions soumis à des programmes d'ajustement, l'État, les différents gouvernements faisaient des choses qui ne relevaient pas de l'équité et de l'égalité de tous devant la mission de service public. Deuxième chose que je dois dire aussi qui est fort, très important aujourd'hui, c'est que nous avons la démonstration, et je ne vais pas entrer dans ce débat avec Maître Bébé, si on a des voix dissonantes au moment où on doit ramener le calme, c'est parce que la gestion des ressources humaines n'est pas harmonieuse. C'est justement ce que je veux comprenez, que vous analysez, l'évolution vous entrez de la dans la grève, fonction publique. Qui est votre DRH? A priori, ça devait être le ministre de la fonction publique. Maintenant, vous êtes simplement pour emploi dans un département ministériel. Et donc, on devait en fait faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispersion pour les conditions d'intégration et que cela soit harmonisé au niveau du ministère de la fonction publique pour que les affectations soient faites. Vous vous rendez compte, un gars qui enseigne, je ne parle même pas de celui qui est à Yokadouma, qui enseigne en Dôme dans le littoral, il met une semaine pour suivre son dossier dans les entités ici. Et puis bon, quand on fera un peu de prospective, est-ce que la décentralisation peut être une voie pour réduire la distance entre les enseignants, mais ça a un obstacle, l'égalité dans l'exercice de la fonction publique. Si vous entrez dans la décentralisation et que tous les enseignants n'ont pas la même égalité, il y a un problème. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons une situation dans laquelle les revendications des enseignants sont légitimes. Mais ça a bougé avec la réponse du chef de l'État. Et il faut qu'on s'investisse dans la confiance mutuelle, et je le dis à mon voisin de gauche, le Modi, pour se dire que leur revendication a été entendue et qu'on a dépassé les programmes d'ajustement structurel qui pouvaient justifier les comportements et qu'ensemble maintenant, ce que Maître Bébé appelle les états généraux, bon, ce sont des grands mots de l'éducation, on peut aussi le faire en ayant une réflexion sur l'harmonisation du statut des fonctionnaires. Je termine en vous disant une chose, et contrairement à ce qu'on a dit, il y a beaucoup d'enseignants qui sont aussi des parents. Ils veulent reprendre du service, font confiance à la démarche, parce qu'ils voudraient simplement que leur voix soit entendue, leur voix est entendue, et je le dis, non simplement pour moi-même qui vis avec eux, mais pour aussi ceux qui sont avec moi, que leur démarche a été légitime. Et je termine en disant les tentatives de récupération
des manipulations On en politiques reparlera, on en par des reparlera. gens qui ont Raoul, une panne électorale. On ne laissera pas ça. On en reparlera justement Merci, avec la... merci. Il faut les nommer. Merci, Léla. On Je en parle reparlera de- avec la Il faut les ministre. nommer. Messieurs, on reparlera d'instrumentalisation de la grève avec la sortie de Grégoire Oruna, le ministre du Travail et de la Technologie Mais je ne sais sociale. pas si le ministre du Travail et la secrétaire ministre de fonctionnaire. Bon, mais c'est un autre Il débat. est le ministre du Travail en tout cas. Bon. Raoul Lemopi, Hervé Emmanuel Combe demande de faire confiance finalement à l'État. On a vu les propositions du chef de l'État mercredi. Pourtant, les enseignants jugent que ces propositions... Certains enseignants, Léla. Voilà. On a trouvé un problème sur les deux. OTS, le mouvement juge justement qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Qu'est-ce qui vous dérange? Alors, je vais apporter quelques clarifications pour commencer. Je veux dire que le corps des professionnels de l'éducation dans la fonction publique, c'est 159 000 personnes, Voilà. dont 51% du capital, n'est-ce pas, de la fonction publique au Cameroun. C'est 51%. Sur les 240 000, c'est exact. Sur les 340 000. Ah ben voilà. Donc, on estime relativement cela à 51%. C'est 159 000 personnes. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que monsieur Hervé Combe a dit, c'est bien vrai. Les injustices, n'est-ce pas, sont nombreuses. Hormis, n'est-ce pas, ce qui se passe avec les salaires, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, la valeur financière des points indicés dans la fonction publique. Vous allez remarquer qu'un enseignant qui a l'indice 1140 et qui est le plafonnement chez lui, perçoit un salaire de base de 294 000 francs. Alors chez l'administrateur civil, c'est 450 000 francs. Vous connaissez la disparité? C'est 450 000 francs. La disparité vient de ce que, après l'indice 300, le point indicié est calculé chez les enseignants à 175 francs. Et il reste à 500 francs chez les autres. Il faut qu'on dise les choses simplement. Parce que quand on parle, n'est-ce pas, de la révision et de la signature du décret d'application du statut particulier des enseignants, c'est des choses qui sont claires. Surtout que le décret 2000-359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des professionnels de l'éducation a été signé en 2000. Ça fait 22 ans. On comprend pourquoi les choses commencent à choquer et les enseignants se disent « Mais cet État est en train de blaguer avec nous. » Nous avons attendu 22 ans. On nous a dit « Attendez, toujours attendez. » Bien sûr, le président de la République est sorti pour dire « Voilà ce qu'on vous propose. Ce qui est faisable, voici ce qui est faisable. » N'est-ce pas? Mais il y a des choses qui clochent. Par exemple. Il y a des choses qui clochent. Je vais donner des exemples simples. Les résolutions du président de la République sont appelées à prendre effet à partir de la fin de ce mois de mars. Exact. Silence radio pour le mois d'avril. Dans la programmation, il n'y a pas, le mois d'avril n'intervient pas. Ah non. Je vais reprendre Oui, exactement. Oui, il y a mal entendu. Fin du mois de mars, paiement de complément de salaire. Du tiers restant. Du tiers restant. Ça, on ne peut pas Pour payer complément de certains. salaire. Oui, complément de salaire. Non, tout le monde. Disons complément. Non, on paye pour tout le monde. Oui. Et je veux vous dire... Non, récent pour Je- certains. Parce que certains n'ont pas ce tiers récent. Non, pour tous ceux qui sont aux 2 tiers, on paye les salaires. Très bien. Et ils sont au nombre de 25 000. C'est-à-dire que quand on les compte, depuis 2012, parce qu'il faut comprendre bien où il y a le problème. La prise en solde de ceux qui sont déjà sortis. À partir du mois de mai, le complément non-logement. Parce que quand ils sortent là, même le non-logement ne paye pas. À partir du mois de juin, les rappels. Vous voyez, on n'a rien dit en avril. Comment est-ce que nous interprétons cet étalonnage-là? C'est que on comprend très bien que la stratégie de l'État, c'est de tout faire pour amener les enseignants à atteindre le mois de juin parce que c'est la période charnière des évaluations. Sachant donc qu'une fois que vous L'examen êtes prononce le mot. Donc, vous prenez les des élèves en évaluations otage. certificatives. Ouais, c'est ça. Alors, on sait donc qu'une fois que vous êtes embarqué dans les évaluations certificatives, de bonne foi, vous ne pouvez pas arrêter. Vous allez continuer à corriger. Surtout qu'il y a des précédents. Donc en fait, le gouvernement et les enseignants s'autopiègent. Non, nous ne piégeons pas les enseignants, le Vous prenez gouvernement. un otage. Vous savez qu'en toute situation, ce qu'on appelle enseignants sont piégés. Vous savez qu'en toute situation, n'est-ce pas, il y a ce qu'on appelle les fenêtres d'opportunité, mais il y a aussi la vérité des faits. Vous ne pouvez pas dire qu'on piège l'enseignant après 22 ans d'attente, qu'on piège l'État après 22 ans d'attente. Vous ne pouvez pas dire qu'on piège l'État depuis 2017, parce qu'en rappel, les 27 et 28 février 2017, le collectif des enseignants indigènes du Cameroun avait marché à Yaoundé demandant
leur prise en solde et le paiement du tiers restant. Si vous prenez le communiqué qui a sanctionné les travaux du SGPR et du collectif et de l'intersyndical, vous avez exactement comme l'impression qu'on a seulement changé de date. C'est-à-dire ce qu'on avait écrit en 2017 et qu'on n'a pas appliqué, parce que c'est les mêmes récriminations qui reviennent. On est en train de dire encore aux enseignants qu'à partir du mois de mai, on a dit à partir, on n'a pas dit qu'en mai. À partir veut dire qu'il n'y a pas une chute, n'est-ce pas, dans le temps. À partir du mois de mai veut dire qu'en mai, on peut payer 100 personnes, après, en juin, on paye 200, après on paye... Alors, l'idéal aurait, par exemple, pour qu'on soit clair tous, l'idéal aurait, par exemple, été, je ne donne pas des orientations ou bien des injonctions au président de la République, l'idéal aurait été de reconnaître que nous vous devons 181 milliards. Ce sont nos droits. Et nous payons vos 181 milliards entre mars et décembre 2022. Là, c'est clair. On sait particulièrement que les 181 milliards que l'État va payer, l'État loge cet argent quelque part, comme dans une task force, qui ne va même pas, on n'aura pas besoin d'attendre la fin du mois pour introduire dans les salaires. Les différents ministères concernés, c'est-à-dire le MIFOPRA, les finances et les enseignements secondaires. Et l'enseignement de base aussi. Non, ils ne sont pas concernés par cela. On va écouter tout à l'heure Laurent Serge et Toundingo. Voilà, je vais chuter. Alors, sachant très bien que ces trois ministères-là vont nous sortir la liste des bénéficiaires de tous ces 181 milliards, maintenant, on peut se décider, s'il y a la bonne foi, de dire que du numéro 1 au numéro peut-être 24 000, vous passerez en masse, ainsi de suite, qui a une traçabilité, c'est une lisibilité. Et c'est pour ça que j'ai dit... Vous terminez, Raoul. J'ai dit, il ne faudrait pas... Oui, il ne faudrait pas que derrière ce que nous sommes en train de dire ici, qu'on voit autre chose. Même Madame la ministre des enseignements secondaires, à qui, c'est pas coutumier chez moi, vous savez, à qui j'ai tiré un grand coup de chapeau, a publiquement reconnu devant les autres membres du gouvernement beaucoup de choses. Elle a formulé 4 interrogations. La première, combien touche un enseignant pour que vous ne lui donnez que le tiers? Pourquoi ne faites-vous ça qu'aux enseignants? Voilà. Elle a dit, les dossiers des enseignants peuvent être traités, les dossiers des enseignants peuvent être traités en 1 mois, 2 mois maximum. Et qu'elle connaît bien de quoi elle parle et met quiconque au défi. Elle a ajouté pour terminer, personne n'accepterait de subir ce que subissent les enseignants. Notre ministre est OTS. Il faut dire la vérité. Ah bon? Elle sait un nom qu'on a trop supporté. Ne commence pas le meeting ici. Mais elle est OTS. Non. Emmanuel Kounié, je me perds finalement dans les... Alors, Emmanuel Kounié, j'aimerais avec vous également, sur la même question que Hervé Emmanuel Kopp, qu'on analyse la façon dont elle a évolué cette grève. Il faut dire quand même que nous sommes à 3 mois des examens officiels et le système éducatif est complètement paralysé. Oui, le système éducatif est paralysé. Moi, je ne suis pas surpris. Je dis même plutôt que je ne comprends même pas comment les enseignants ont pu attendre si longtemps. Pourquoi ils ont autant supporté? Oui, vous ne pouvez pas aller corriger des épreuves, des examens, etc. Et puis, vous savez bien que quand les enfants payent les frais d'examen, ils payent également l'argent qu'on doit pouvoir verser aux correcteurs et tout ça. Mais qu'en 2020, 2021, ils aient corrigé les épreuves, ils ont donné les résultats et qu'ils n'aient rien touché. Oh là là. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça se passe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une présomption comment dirais-je, je ne veux pas dire une présomption de mauvaise foi dans cette affaire. Y a la rétention, n'est-ce pas, de l'argent des enseignants est volontaire. Et je voudrais dire ceci. On ne peut pas dire que, il y a eu les plans d'ajustement structurel, etc. Non. En 2006, quand on a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE, nous avions 11 milliards de francs, 11 000 milliards de francs disponibles. On a foncé vers les projets structurants. Ce qui était, même ça, c'était des problèmes sérieux auxquels il fallait se tourner. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand le délégué des Koto est arrivé à la communauté urbaine de Douala, la CNPS demandait énormément de l'argent à la commune, au point que dans les mairies d'arrondissement et la communauté urbaine, aucun retraité n'avait droit à ses droits. Il a monté une affaire qu'il a appelée la dette croisée, qui permettait à ce que l'argent que la communauté urbaine demandait à l'État et l'argent que l'État demandait à la communauté urbaine, qu'on crée une commission. On a créé cette commission de dette croisée et on s'est rendu compte que c'est la communauté urbaine qui demandait beaucoup d'argent à l'État. Et cet argent, ils ont dit que l'État reverse la totalité
des frais, des sous que la communauté devait verser à la CNPS, y compris les fonds que les communes d'arrondissement devaient verser à la CNPS. L'État l'a fait et aujourd'hui, tous ces gars-là, quand vous allez en retraite dans ces communes, vous touchez votre argent. Mais je vous assure que ça avait fait plus de 10 ans où les gens qui allaient en retraite dans la communauté urbaine n'avaient rien. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faudrait une action coup de poing. Moi, je sais, j'ai entendu les commissions qu'on a fait tout ça. Moi, je crois que les enseignants n'ont pas besoin de tout ça. Ce dont les enseignants ont besoin aujourd'hui, c'est des solutions à très court terme. Et moi, je pense qu'il est question de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enseignants aillent en classe demain matin. Les procédures, les on va à masse et tout ça, on connaît ce gouvernement. Les promesses sont généralement des promesses non tenues. Oh là là. Allons dans tous les domaines. Je vais vous montrer. Toutes les promesses sont des promesses non tenues. On dit des choses. Dès lors qu'ils vont rentrer en classe, bon, on va essayer de faire un peu et puis on va oublier le reste. Donc, moi, je pense, sincèrement, ça c'est ma pensée personnelle, que ce que l'État aurait pu faire pour manifester sa seconde fois, c'est de voter un budget. C'est-à-dire que le représentant des enseignants a parlé de 181 milliards. Mais qu'on trouve même 50 milliards. Qu'on dise que chaque enseignant doit d'abord percevoir 500 000. C'est-à-dire, si les 500 000 il y aura un excédent dessus, on va couper sur son salaire. S'il aura moins perçu, on va continuer à le payer. Et qu'il s'aligne et qu'il perçoive au moins cet argent-là et il rentre en classe pour suivre en attendant tout ce qui a été dit. S'il n'y a pas de provision, moi je ne vois pas comment ils vont faire cette grève. On raconte le blablabla, et puis ils se lèvent, ils disent, bon, on a dit, on va attendre le mois de mars, et puis ils vont aller en classe, ils vont corriger, ils vont faire les examens. Et puis, ils nous ont même dit que les sources de financement de ça, c'est quoi? Ils vont prendre l'argent où? Puisque nous connaissons la situation du Cameroun aujourd'hui. Ils vont prendre l'argent où? Ils sont en train de prévoir, est-ce que cet argent a été budgétisé? Ils sont en train de leur dire qu'ils vont prendre cet argent. La ligne 94, on compte dessus. Non, la ligne 94 n'est pas l'argent. La ligne 94, c'est une prévision. Et je vous assure que quand vous regardez le budget de l'État, à la fin, on vous dit qu'on a exécuté le budget de l'État, on a exécuté, mais on est toujours en déficit. D'accord. Si vous regardez le compte de règlement, vous allez voir qu'il y a toujours une différence entre les recettes et les dépenses. Et d'ailleurs, nous complétons nos recettes toujours avec des emprunts. Alors, Hervé Emmanuel... Et on a, pardon s'il vous plaît, je veux chuter, oui, avec des emprunts, et je voudrais vous signaler que quand il y a eu cette affaire de Covid-19, il y a eu ce qu'on a appelé le différé sur les services de la dette. C'est-à-dire qu'on a demandé au Cameroun de mobiliser des fonds pour utiliser et qu'elle ne paye pas la dette et que cette dette sera reportée en 2022. Ça veut dire qu'à partir de janvier 2022, le service de la dette va gonfler. Les 180 milliards d'ailleurs c'était 230 milliards, qu'ils ont utilisés pour Covid-19, va redevenir la dette intérieure. Donc, le budget va être lourd et puis il y aura rareté des recettes. Donc, il faudrait qu'on fasse une provision aux enseignants. Chacun touche les 500 000, il va en classe et il suit le blablabla qu'on a mis dans cette correspondance et puis on verra bien. D'accord. Avec Emmanuel Com, on a ces images qui sont apparues sur les médias sociaux qui ont grandement, vous voyez les images qui ont grandement choqué l'opinion. Alors, l'état des dossiers d'intégration des enseignants dans ces conditions, au moment où on parle du numérique. Alors, Léla, j'ai eu dans mon propos introductif à dire que on a les cette situation que nous vivons est une démonstration qu'il va falloir améliorer, moderniser la gestion des ressources humaines de l'État. Qui va améliorer? Vous ne pouvez pas partir et laisser les gens qui peuvent travailler. Vous améliorez quoi? Ces gens n'amélioreront, ils n'ont rien amélioré pendant 40 ans. Emmanuel Cougnier. Ils vont améliorer quoi? Emmanuel Cougnier. Hervé Emmanuel Com. Parce que si Hervé Emmanuel Com rentre dans votre jeu, moi je ne vais pas m'en sortir. Hervé Emmanuel Com. Alors, par exemple, l'image que vous nous montrez démontre qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'amélioration. Et je crois que Maître Bébé et moi, je ne sais pas si c'est le cas aussi de Leboli, nous avons pensé que au-delà du problème qui est maintenant, qui n'est qu'une fenêtre qui nous démontre qu'il y a un problème, il va falloir entrer dans la modernisation et l'harmonisation du statut de la fonction publique. Donc ça veut dire redéployer la gestion des ressources humaines de l'État. Il n'est pas normal qu'on vous embauche dans une société A, votre dossier traîne à la société B, et finalement, c'est Y qui doit vous faire. Je veux dire, pour le management, je ne comprends pas ça, même si c'est la fonction publique. Ça, il faut qu'on nous dise, dans l'architecture de notre organisation de l'administration des affaires publiques, qui est le directeur des ressources humaines de l'État. Vous comprenez? Oui. Parce que ce que nous disons là, le débat concerne surtout les fonctionnaires. Mais un jour, le débat peut toucher aussi
les enseignants qui relèvent du privé, parce que moi, je suis pour que l'État ait quelque chose à dire. Bon, mais je reviens dans ce qui a été dit. D'abord, je commence par la fin. Emmanuel, qui est un financier, fait œuvre de mauvaise foi, parce qu'il sait très bien qu'avec la session qui s'est ouverte, à tout moment, on peut voter même un collectif budgétaire. C'est-à-dire, si on était devant une situation où il faut voter un collectif budgétaire pour donner les moyens à la résolution de ce problème, on le ferait. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas transformer les enseignants en mercenaires et nous devons nous investir collectivement dans la confiance. D'abord parce que c'est l'État, il s'agit de l'État, il s'agit de nous tous. On ne demande pas l'appartenance d'un enseignant à un parti politique pour pouvoir résoudre son problème. Et je tiens à vous dire, au nom du RDPC, qu'il y a beaucoup de membres, de militants du RDPC qui sont dans la même position que mon voisin de gauche et qui réclament que cette question soit résolue. Alors je pense donc qu'il faut qu'on s'investisse dans la confiance. Et ça veut dire que les débats ne s'ouvrant que, il faut que chacun vienne avec la bonne foi dedans et qu'on ne rentre pas dans un système de chantage. Et je termine en disant, voilà, les masques tombent. Parce que vous voyez, il y a des gens qui souhaitent que cette situation pourrisse encore un peu plus en pensant qu'ils auront un gain électoral ou politique derrière. Et Emmanuel Kounié vient d'en faire la démonstration parce que ça ne lui dit rien que les enfants ne puissent pas aller aux examens. Moi, j'ai ma jeune fille qui passe son baccalauréat, la dernière qui va passer au probatoire. Je souhaite qu'elle termine, même si elles ne sont pas dans l'enseignement public, je souhaite qu'elle termine l'année en faisant leurs examens. Et ça, ce n'est pas un problème pour Emmanuel Kounié, parce qu'il pense que ça embête le gouvernement. Mais laisse-moi te dire une chose. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. L'administration d'une république moderne agit pour le compte de l'État impartial. Nous devons faire en sorte que l'intérêt général soit respecté. Si vous voulez prendre l'État en otage, vous avez essayé sur d'autres voies, ça n'a pas marché. Là aussi, vous serez perdant. Alors, sur l'état des dossiers, on a cette clarification qui, je précise, n'est pas une communication officielle parce qu'elle ne porte pas le sceau du MINSEC. Alors, les dossiers supposés en souffrance au MINSEC et dont les vidéos sont en circulation sur les réseaux sociaux sont en réalité des fonds ayant d'ores et déjà fait l'objet d'arrêtés signés par le ministre pour certains et souches des recensements physiques personnels de mars et mai 2021 pour d'autres. Ils ont été filmés par des individus en mal de sensation au moment où des opérations de manutention étaient faites en vue de leur archivage dans des conteneurs renouvellement acquis par le ministère. Je précise encore que ce n'est pas une sortie officielle. Voilà, c'est juste non, je suis au courant de cette version. Voilà. Et c'est la vérité. Qu'est-ce que l'enseignant qu'est-ce que l'enseignant justement pense de cette version? Alors, je veux parler de quelque chose qui est vrai. Vous savez que nous sommes au fond de cette question-là. Je remarque quand même qu'après la dernière rencontre entre certains membres du gouvernement et les responsables, n'est-ce pas, des intersyndicales associés aux différents collectifs, OTS et CEIC, Madame la ministre de l'Enseignement secondaire a rendu public une circulaire dans laquelle elle invitait les collègues à venir compléter les documents liés à leur prestation familiale. Cette circulaire, n'est-ce pas, comporte, tenez-vous très bien, il faut que nos téléspectateurs nous écoutent, 219 pages. Les dossiers qui poirodent là-bas depuis 2017. Cela veut dire concrètement que un collègue qui dispense les enseignements à Yabassi a déposé au ministère des enseignements secondaires un protocole de document en 2017 pour la prise en charge de certaines prestations familiales. Ce document n'a jamais été ouvert. C'est quand les enseignants commencent à revendiquer et les coups de pied dans la fourmilière qu'on sort avec les dossiers de 2017. 5 ans après pour dire que les pièces sont incomplètes. Mais il faut bien comprendre les choses. C'est pour ça que cette communication que vous êtes en train de lire là me laisse un peu pantois parce que j'ai eu aussi à lire celle du ministre Lé, dans laquelle il faisait remarquer dans un tweet qu'en raison, n'est-ce pas, de l'ampleur du problème, on a doté les services informatiques d'une panoplie. Pardon? Il dit que c'est lui qui a voilà qu'il a doté. Il en parlait quoi? Bon, alors, c'est quand même la preuve que si on pose ce que le ministre l'a dit comme étant vrai, c'est que ce qu'on dit là-bas n'est pas vrai. Parce que s'il faut doter la cellule informatique, le CIGIPES, avec des infrastructures numériques supplémentaires, c'est qu'il y a
Voilà, c'est Voilà, là. c'est- Et alors, c'est un gros du travail qu'on ne peut pas prendre à la légère. Moi, j'ai dit ceci qui est simple. Je crois que le grand frère Hervé Emmanuel Com a commencé tout à l'heure à parler de la décentralisation. Grand frère, il y a aussi un risque. Oui. Parce que l'inertie qu'on observe dans les différentes DRH et dans les différentes directions de la solde, tout cela, peut simplement se déplacer dans les régions. Oui, oui. On a donc une décentralisation de l'inertie. Moi, je crois que tout se joue aussi au niveau de la bonne foi de ceux qui ont, n'est-ce pas, le pouvoir de traiter ces dossiers, mais aussi de la promptitude de l'État à frapper ceux qui ne veulent pas travailler. Parce que ce qui est au moins vrai, c'est quoi? Quand on sort 90 000 dossiers, mon Dieu, vous vous dites que ceux qui vont tous les jours au travail, ils ne disent pas travailler sur les dossiers, ils travaillent au juste quoi? Pourquoi on a 90 000 dossiers? Et là, les 90 000 dossiers ne sont liés qu'aux effets financiers des actes de carrière. Oui. Il y a 25 000 de compléments de salaire. Il faut le comprendre qu'il y a une économie de la corruption qui est nourrie par l'INESI. Alors, mais attendez, je dis il y a une économie de la corruption qui est nourrie par l'INESI. Et ceux qui entretiennent donc la corruption seront les responsables de tout ce qui va se passer. Et le chef de l'État, qui est le seul que tous les Camerounais ont élu, les Camerounais n'ont pas élu les ministres. On s'adresse au chef de l'État. Le chef de l'État a choisi des ministres en latin, ses serviteurs. Ils doivent dire au président de la République ce qu'ils font du salaire qu'ils vont percevoir alors, tous les mois alors qu'ils ne travaillent pas. Qui va leur poser Maître Roger Bébé, sur la sortie du ministre Joseph Lay, on a les images qui vont revenir à l'antenne. En exécution de très hautes directives du chef de l'État visant à solutionner la situation des enseignants, j'ai doté en urgence ce jour l'équipe IRR dédiée en matériel informatique de reprographie adapté à l'ampleur de la tâche. Retroussons les manches. Oui, vraiment, ça c'est... Bon. On est dans l'esbrouf. On est dans l'esbrouf parce qu'on ne peut pas avoir attendu autant de temps pour aller acheter 2 ordinateurs. Nous ne sommes pas dans le journal des provinces. Autant de temps ou bien les instructions du chef de l'État? Non, mais là, ce sont les imprimantes qu'on a vues. Oui, mais tout ça, ça fait partie du journalisme. Nous ne sommes pas dans le journal des provinces. C'est plus sérieux que ça. Maître Roger Bébé. Oui, je viens. Le ministre est journaliste, vous voulez dire? Maître Roger Bébé. Oui, vraiment, le problème est très sérieux, Leïla. Le problème est très sérieux pour faire ce genre de choses. Ça, c'est se moquer des Camerounais. Quand vous parlez de journal de province, c'est une profession également que vous attaquez. Mais je veux dire que je respecte le journal de province qu'il faisait, mais je ne respecte pas ce qu'il fait aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que quand vous suivez très bien le syndicaliste, il y a un problème de mauvaise foi de la part du gouvernement. Ça, il faut le dire. L'incompétence de certains. L'incompétence même, oui, qui représente le gouvernement. Ce n'est pas un programme politique. Oui, l'incompétence et la mauvaise foi. Non. Parce que nous assistons ici, ça dit, on nous conforte dans l'idée de la gouvernance par embuscade. Parce qu'il vous dit qu'il y a un piège à con qui leur est tendu. Il faut qu'ils sortent de la grève dans laquelle ils sont en attendant que juin passe. Vous comprenez? En tout cas, même si ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, même si ce n'est pas vrai. Même si tu n'as pas besoin d'être d'accord. Oui, même si ce n'est pas vrai, c'est comme ça que c'est perçu. Et on ne peut pas dire qu'il a tort de penser comme ça. Parce qu'on a attendu, il a parlé de 22 ans. Oui. Alors, on a attendu combien? Près de 26 ans pour avoir la loi sur la décentralisation. On a attendu aujourd'hui plus de 26 ans. On n'a pas le décret d'application de la loi sur la déclaration des biens. Donc c'est pour ça que nous parlons de gouvernance par embuscade. On prend une loi pour calmer des situations et puis derrière on ne fait plus rien. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on vous dit, quand je parle de la gouvernance par embuscade, quand il vous dit, et c'est ça le cas, qu'il est question de payer le tiers de la solde qui reste, ça veut dire que 2 tiers ont été payés. Pourquoi 2 tiers ont-ils été payés? C'est tout simplement parce que, à la sortie de leur formation, les enseignants pouvaient attendre 2 ans, 3 ans. Certains 10 ans. Certains 10 ans pour percevoir leur salaire. On s'est donc dit que, en attendant de finaliser leur dossier de procédure, le dossier de leur carrière, on va payer 2 tiers de leur salaire. C'est un acompte, en fait. Oui. Alors, si on paye 2 tiers, ça veut dire qu'on connaît exactement le montant de leur salaire. Mais pourquoi ne pas payer le tout? C'est estimatif. Pourquoi ne pas payer le tout? Emmanuel Kouni aura d'abord la parole. Pourquoi ne pas payer le tout? Oui. Alors pourquoi clochardiser l'enseignant? Ce que ces gars demandent, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant, l'amélioration des conditions de travail et donc l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Cameroun. Est-ce mauvais?
Est-ce mauvais? La réaction d'Emmanuel Kounié, et ensuite on va prendre une interview de Laurent Serge et Toudingwa, une interview qui a été diffusée dans le journal de vendredi, voilà, sur la télévision nationale. Donc la réaction d'Emmanuel Kounié. Non, tout ce que nous disons ici, ces gens-là connaissent parfaitement tout cela. Ils connaissent, c'est-à-dire que nous allons donner toutes les explications, que ce soit Anderson Ley, que ce soit Madame Nova, là, ou Nalova, que ce soit Etoundi ou je ne sais plus qui. Tous ces gens connaissent ce problème mieux que nous tous. Le problème n'est pas de savoir comment on va faire, etc. Ils savent même ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois que pour ce qui est des enseignants, il faudrait que les enseignants posent un problème qui peut être... qui peut avoir une solution. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, les carrières et tout ça, que vous le vouliez ou pas, on va étendre ça dans la durée. On va étendre ça dans la durée. Et moi, je dis, comme j'ai dit, il faudrait qu'ils demandent à ces gens de leur donner une provision à tout le monde sur ce qu'on leur doit. Ça doit être précis et clair. Qu'on leur donne une partie et qu'on leur dise comment on paye le reste. Pourquoi c'est 500 000? Pourquoi c'est 500 000? Non, je dis n'importe quoi. Non, ça peut être 200 000. Mais on a vu à la CAN, des joueurs ont reçu des centaines de millions de francs. Non, oui, ou bien qu'on leur donne tout. On a trouvé 100 millions de francs pour payer plus de 200 millions J'estime qu'on ne peut pas trouver tout peut-être tout de suite. Mais pourquoi on a trouvé l'argent de la CAN? Mais dites donc qu'on leur donne tout avant qu'ils n'aillent en classe. Mais oui, qu'on leur donne. Quel autre fonctionnaire travaille sans être payé? Sans être logé. Je voudrais continuer en disant il faut que l'État fasse un effort. Ce qu'il a dit là concernant la décentralisation, en disant qu'on va décentraliser l'Union 6, ce n'est pas possible. Parce que si on décentralise, il y aura 10 postes de décision. Même s'il y a décentralisation dans un poste ou deux postes, il y aura au moins 4 à 5 postes où les gens vont pouvoir, n'est-ce pas, travailler normalement. Et ça va faire en sorte qu'il y aura des rivalités entre le travail qui se fait dans le Emmanuel, c'est vous l'économiste sur le plateau. Alors, les enseignants demandent que leur soit reversé leurs 181 milliards de francs CFA. Les caisses de l'État, en ce moment, est-ce qu'elles peuvent le permettre? Ce n'est pas possible pour le moment. En réalité, l'État ne peut pas trouver 180 milliards tout de suite pour mettre 181 milliards pour mettre à leur disposition. Pourquoi? Mais je dis que l'État, sauf si l'État va aller faire des emprunts, je dis que l'État ne peut pas tout de suite mobiliser 181 milliards, compte tenu, n'est-ce pas, de la situation économique du pays, compte tenu des différentes crises, compte tenu des autres poches de souveraineté que nous avons, par exemple la guerre, etc. L'État ne peut pas mobiliser tout de suite 181 milliards. Mais l'État... vous laisse parler dans ce cas. Oui, mais ce que l'État a fait, l'État doit manifester sa bonne foi. Parce que quand quelqu'un vous demande de l'argent, et vous n'avez pas cet argent, l'intégralité de cet argent, vous devez manifester votre bonne foi en lui disant « Ok, voilà ce que je paye maintenant et voilà comment je paye le reste ». L'État a dit comment il paye. On considère qu'il va payer le reste dans ces conditions-là, mais il faudrait qu'il y ait une provision tout de suite parce qu'il ne peut pas faire cette grève comme ça et repartir en classe, bras ballants, en écoutant les discours. Voilà. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est des incantations, tout ce qui est en train d'être dit là. Donc si eux, ils croient à ça, s'ils croient à ça, tant pis pour eux. Mais je dis que s'ils y vont, et ils vont peut-être recommencer leur grève, je ne sais pas quand, mais ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Qu'ils demandent qu'on leur fasse une provision. Mais je dis que l'État doit pouvoir trouver de l'argent pour leur donner. Et puis, cette affaire où on nous dit, dans 10 ans, c'est le pouvoir perpétuel. Ils sont drogués par le pouvoir perpétuel. Ils sont là depuis 40 ans. Et ils peuvent vous faire rendez-vous dans 10 ans. Ils peuvent vous faire rendez-vous dans 10 ans. Parce qu'ils pensent qu'ils seront là éternellement, etc. Qui se mettent dans la peau de gens qui ont un pouvoir pour un mandat et qui peuvent perdre leur mandat. On va prendre la réaction sur cette grève, la réaction de Laurent Serge et Toudingwa, le ministre de l'Éducation de base. Et puis, juste après, on va donner la parole à Hervé Emmanuel Com. De mon ordre éducatif, qui n'ont pas suivi ce mouvement. Le chef de l'État me demande de leur dire qu'ils sont des patriotes responsables. Parce que le président de la République pense que les jeunes enfants, quand ils prennent du retard à l'école, il faut un maître pour leur faire rattraper ce retard. Un étudiant peut s'organiser à prendre les cours chez le voisin. Un élève des lycées et collèges peut s'organiser à aller prendre les cours chez le voisin qui, lui, allait à l'école. Mais les petits enfants de 4 ans, 6 ans, 7 ans, 3 ans, quand ils sont à la maternelle, c'est très difficile de le faire. Sauf si tous les parents ont les moyens de leur prendre des répétiteurs à la maison. Donc, le chef de l'État félicite nos compatriotes de l'éducation de base qui n'ont pas suivi ce mouvement par leur patriotisme et par leur sens des responsabilités.
Non, je crois qu'il faut qu'on mette un peu de modulation. C'est des propos du chef de l'État dans la bouche du ministre. Non, le chef de l'État. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas faire. C'est le ministre. Le ministre dit le chef de l'État me demande de dire. Oui. Voilà. Bon, s'il vous plaît, laissez le président bien hors un peu de cette agitation parce que il dresse la voie pour que le calme règne et que nos enfants puissent terminer l'année scolaire sans problème. Mais bon, je voudrais faire remarquer une chose. Vous avez remarqué que les ministres en charge des problèmes d'éducation sont tous des enseignants. Vous n'avez pas remarqué cela? Oui. Ce sont vos collègues, hein? Même s'ils sont plus âgés que vous. Bon, j'ai pris cet exemple pour dire que quand vous voyez que les DRH ne marchent pas, par exemple, dans un ministère de l'éducation, où les victimes sont des enseignants, posons-nous la question sur la cohésion même de leur métier. Parce que moi, j'ai accepté de le prendre sur moi en disant qu'il va falloir harmoniser le statut de la fonction publique, réduire les délais administratifs pour l'intégration de ceux qui sont dans la fonction publique, en faisant en sorte qu'il y ait une unité de gestion de leur dossier. C'est-à-dire que quand on veut être intégré, on va au ministère de la fonction publique, point barre, et vous êtes seulement pour emploi dans votre ministère. Donc, c'est quelque chose qui n'est plus à discuter, ça saute à l'œil. On ne peut pas continuer dans un État moderne d'expliquer qu'on a un ordinateur. Moi, mon téléphone peut prendre tous les fonctionnaires de l'enseignement de base avec ses 512 gigas. Donc, il va falloir qu'on modernise et que nous laissons ça derrière. Maintenant, quant au problème, moi, quelque chose... En fait, je veux vous relancer, Hervé Emmanuel, comme sur la cohérence. Je questionnais déjà la semaine dernière la cohérence des instructions du chef de l'État. Je veux dire... La cohérence du gouvernement ou des instructions? Non, des instructions du chef de l'État. Je veux dire, en février, on a eu, par exemple, le ministre des Sports, de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi. Vous savez bien... Ça y est, je vous voyais venir. Le professeur Narcisse Moëlle-Kombi, qui sur la CRTV a parlé des instructions. Le chef de l'État ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit changer d'entraîneur aujourd'hui. Et puis, quelques jours, 14 jours, si j'ai bonne mémoire plus tard, le même ministre revient nous dire, le chef de l'État a dit non, on doit changer d'entraîneur et maintenant c'est Rigobert Song. Et en ce moment, on a le ministre de l'Éducation de base qui dit, le chef de l'État me demande de dire aux enseignants qui n'ont pas revendiqué leurs droits qu'ils sont des patriotes. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, je vais être clair, hein. On commence par le début. Quand est-ce que le chef de l'État parle? On commence par le début. Le document sur lequel on s'est appuyé pour dire que le président avait dit je n'ai pas changé d'entraîneur, il datait de 2021. Non, je veux dire, on a eu une première sortie sur la CRTV, sur Actualité Hebdo. Je vais arriver, c'est pas Actualité Hebdo, le ministre de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moëlle-Kombi, il a dit sur Actualité Hebdo, le chef de l'État... J'ai suivi la émission et j'étais dans vos studios ici, ce jour en face à l'actu. Très bien. On administre un pays, surtout l'administration par écrit. L'administration, ce n'est pas on a dit qu'il a dit que. Donc en fait, chaque fois que les ministres apparaissent à l'écran pour nous dire le chef de l'État, c'est pas quelque chose... Traduisez comme vous voulez. Dans ce qui concerne les enseignants actuellement, les instructions du chef de l'État ont été transmises par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, dans un document écrit qui est en même temps un document de cadrage. Le reste, ce n'est que du bavardage. Non, la parole personnelle, quand vous dites que le président a dit qu'on ne vous cadre pas, vous avez des gens qui sont invités tous les dimanches à la télé et qui vous donnent même les numéros de WhatsApp du président, mais ils ne le voient pas. Donc, dans ce qui nous concerne, qui est quand même un sujet sérieux, le président a donné des instructions qui se trouvent dans un document précis signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Le ministre de la Communication a été chargé de réunir les différents acteurs afin de diffuser cette parole. Et il ne faut pas qu'elle soit brouillée, parce qu'il faut qu'elle arrive aux destinataires qui sont les enseignants et qu'ensemble, on fasse bouger les choses. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas entrer dans cette période sur la distinction de patriotes et pas patriotes. Je tiens à vous dire, parce que je suis fils de syndicaliste, que le syndicalisme est une liberté. Et le syndicalisme même est un élément de modernité dans le management des affaires publiques. Il faut des contre-pouvoirs dans tout. Vous comprenez? Alors, si vous sortez de votre chapeau en disant, parce que l'autre dit que son école ne répond pas aux normes de salubrité, par exemple les toilettes, où les enfants ne mangent pas bien à la récréation, donc il n'est pas
citoyen, il est antipatriote. Non. S'il vous plaît, c'est J'appuie que le syndicalisme est protégé par la Constitution. Par la Constitution. Sortons de là et revenons à ce Le droit de grève et le droit de la liberté de marcher. Ce sont des droits constitutionnels. Ouais. Maintenant, revenons, je voudrais répondre à Emmanuel Kounié. Oui. Emmanuel Kounié... Il ne respecte rien. C'est un pays où on ne respecte rien. Hervé Emmanuel, comme termine pour qu'on passe... Vous savez, j'ai déjà soigné la maladie Zongang, je peux soigner celle de Kounié aussi. Donc, Emmanuel veut m'interrompre parce qu'il m'empêche de parler. Vous ne pouvez pas ne pas, et ça j'interpelle mon compatriote, le syndicaliste ici, on ne peut pas ne pas, dans une phase aussi critique, ne pas se faire confiance. Il faut éprouver la confiance, y compris celle de l'État, en allant, en bougeant, afin de sauvegarder ce qui est l'intérêt général et l'intérêt public. Et aujourd'hui, ma question que je peux te poser, je suis heureux que c'est toi qui sois en plus ici représentant, veux-tu qu'il y ait une année scolaire qui termine avec les examens comme ta mission t'indique, ou bien tu n'as pas ce problème s'il n'y a pas d'examen? Ça, c'est ma première question. Si tu es dans la première réponse, comme je pense, ça veut dire qu'il faut qu'on se parle, que les uns et les autres, surtout ceux qui ont été délégués dans cette mission, se parlent pour que tout le monde se retrouve confiant. Mais maintenant, Emmanuel Kounié est financier, il ne se considère pas l'État, les finances publiques comme une tontine. Je vais faire d'autres propositions. Oui. Non, mais tu es libre de les faire. Par exemple, à dire que chacun vienne avec les sacs Bandiok pour rentrer avec 500 000. Je pense que tu n'es pas sérieux quand, dans une situation comme celle-là, tu viens. Ce qui nous concerne ici, c'est de poser et d'apporter une contribution en posant les bases et principes, parce qu'il y a au moins un point sur lequel on a avancé. Il faut améliorer la condition de l'enseignant, de l'éducateur. Voilà. Ça viendra après, je ne vais pas jusqu'à la proposition du groupe de bébés, mais il faut que le monde de l'éducation, on le modernise et que le problème des programmes d'ajustement qui nous ont laissé parfois traîner dans ce secteur ne puisse plus être une justification. Parce que si je vous invite dans mon groupe scolaire à la Cité Civique, vous voyez qu'il y a des salles de classe et parfois non pas de tôle. On doit recourir à la générosité des privés ou des parents. Nous avons un problème. Et il ne faut pas qu'on se cale sur simplement le problème des revenus qui sont légitimes des enseignants. Vous comprenez? Mais il faut qu'on commence à résoudre globalement ce problème en faisant en sorte que pour être intégré dans la fonction publique, ça ne soit plus au bon vouloir du chef du bureau du personnel d'un ministère de l'enseignement de base ou de l'éducation secondaire. Vous avez remarqué que je fais ressortir certaines communications. Oui, tu veux nous mettre en confusion avec nos camarades du parti. Ensuite, de façon globale, on va analyser toutes les réactions qu'il y a eu, toutes les réactions des ministres. On a également celle de Grégoire Oona. Alors, il y a 3 jours, rendons hommage à tous les fonctionnaires qui font tant de sacrifices pour notre pays et qui travaillent parfois dans des conditions très difficiles. Dénonçons tous ceux qui instrumentalisent les enseignants et les élèves en ce moment dans le mouvement de revendication auquel le gouvernement s'attelle à apporter des solutions dans un délai raisonnable. Comme les enseignants ont supporté des années durant, ne peuvent-ils pas accepter de supporter encore quelques semaines? Le propos de Grégoire est magnifique, mais la fin... Permettez que je finisse encore. Alors, comme les enseignants ont supporté des années durant, ne peuvent-ils pas accepter de supporter encore quelques semaines seulement pour le paiement de leurs droits et reprendre sans délai le chemin de l'école? Il a dit ça dans sa réunion de famille. Vraiment, ça sont des déclarations que je qualifierais de fin de banquet. Excusez-moi. Parce que ce n'est pas sérieux du tout ce que le ministre dit à la fin de sa communication. Ce n'est pas du tout sérieux. On ne devrait même pas lire ce genre de communication de la part d'un ministre de la République. Le ministre qui est chargé en plus de protéger le travail des travailleurs. C'est inadmissible. C'est-à-dire qu'il reconnaît que les enseignants sont pénalisés depuis de nombreuses années. Mais il demande que le calvaire se poursuive. Non, il dit de supporter juste un peu. Oui, c'est ce que je dis. Il a même dit qu'on peut vivre avec 36 000 francs. Pour le bien de la République. Moi, je vais dire à mon grand frère Emmanuel comme que nous avons tous des enfants dans ces écoles. Absolument. Nous avons des enfants là-bas. Nous n'avons pas besoin d'une année blanche. Mais vraiment, s'il faut passer par là, je vais peut-être être excessif, s'il faut passer par là pour que le problème soit réglé une fois pour toutes. Non, maître. Tout à fait. Pourquoi pas? Non, maître, là, nous n'allons pas... Je ne le reconnais pas dans cette radicalité. Oui, grand frère. Tu n'as pas l'habitude d'être comme ça. Ce que tu appelles la radicalité vient ici du fait que l'intérêt est suprême. Il est primordial. Il s'agit de la vie de la République. Il ne s'agit pas de la vie de l'enfant ou de la vie de l'enseignant. Il s'agit de la vie de la République, de la nation. Nous avons vu des pays où on a
aboli, on a mis fin aux activités de la fédération, par exemple, de football, pendant 1 an ou 2 ans, pour tout remettre à plat, régler tout et repartir à zéro. Mais l'éducation n'a rien à voir avec une fédération. C'est un exemple que je donne. C'est juste un exemple que je donne. Non, il ne faut pas comparer les choses. Je dis bien qu'ici, s'il faut perdre une année blanche. Moi, non. Ma fille doit aller à l'université l'année prochaine. Oui. Et je n'accepte que par une malcompréhension entre adultes, elle puisse perdre une année dans sa vie. Mais tu acceptes que celui qui est mort là, comment on l'appelle? Amidou. Mais tu acceptes Amidou? Non, pas du tout. Mais tu pas acceptes, du tout. Tu pas refuses du tout. le pour et le contre. Et en quoi le fait d'empêcher les examens va ressusciter Amidou? Léla. Mais il y aura d'autres Amidou. Je voudrais que Maître Bébé, encore la parole. Je voudrais que mon propos soit très bien compris. Oui, maître. Je ne suis pas pour une année blanche. Merci. Vous comprenez? Je dis tout simplement que, c'est-à-dire, je veux être radical pour amener des gens à se bouger, à faire bouger les lignes, pour arriver à un compromis. C'est ça le fond de ma pensée en réalité. Oui, mais on peut le faire pendant les vacances. Oui, mais sauf que là, connaissant quand même ce que je qualifierais de mauvaise foi, On va y aller rapidement. de mauvaise foi du gouvernement, je ne pense pas qu'en période de congé, ils pourront être prompts à négocier, à trouver des solutions. Alors, de façon Et urgente. je voudrais aussi que les enseignants apprennent à se mobiliser. Parce que cette division qu'ils entretiennent en leur sein, entre les fonctionnaires, les décisionnaires, les vacataires, les privés, etc., ça vous nuit. Merci, maître. C'était ça le sens de la Merci, maître. Alors, de Cabral. façon urgente aujourd'hui. Mettez-vous ensemble et puis faites changer les Qu'est-ce choses. qu'il faut faire aujourd'hui? Oui, de façon Dès urgente. demain, les enfants, Oui, les élèves. Hervé a dit tout à l'heure que j'ai dit qu'on vient avec le Samba Ndiok. Non, disons qu'on peut faire mieux. Oui. Les salaires des fonctionnaires. Le salaire des fonctionnaires, l'État débourse chaque mois près de 90 milliards pour les fonctionnaires. Au total. Oui, ça veut dire qu'on va aller chercher autour de 1000 milliards par an. Mais quand vous regardez la nomenclature, l'architecture de ces salaires, il n'y a que 70% de ces salaires qui sont placés dans les bulletins de paie. Les 30% payent ce qu'on appelle les commissions, les colloques, les séminaires, les primes de toutes sortes. Ce que l'État peut faire, c'est de dire tous ces fonds extra bulletins de paie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur les bulletins de paie, tout le monde va s'abstenir, on supporte. Pour une période. Pour une période. On reverse les 30 milliards aux enseignants pendant 2 mois ou pendant 3 mois. Et puis, on peut le faire sur la provision. C'est une programmation. Qui est prévue, sur la provision qui existe. Donc, on diminue le salaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On suspend. Quand nous sommes dans une salle, dans un service à 5 comme nous sommes là, nous sommes à 3 à toucher 100 000. Il y a 2 personnes qu'on a mis dans les commissions des marchés. Chaque 2 semaines, ils vont, au déploiement des TDR, ils vont là, ils rentrent avec 150 000 chacun. 2 semaines après, ils disent, bon, on traite les dossiers de marché. Chantier. Ils rentrent avec 300 000. Et puis les enseignants qui sont affectés dans les ministères. Ils n'ont rien. Et en ce moment, à la fin d'année, à la fin du mois, les 2 qui sont là, ils ont 800 000, 1 million, et nous 3, nous n'avons que 100 000. Donc il faudrait qu'on mette fin à tous ces fonds qu'on suspende ces fonds qu'on utilise pour les commissions, les colloques, les séminaires, les formations, etc. Et qu'on reverse cet argent. Et d'ailleurs, ça peut être une proposition. Si la proposition est faite de manière claire comme ça, c'est-à-dire on dit aux enseignants, écoutez, voilà la décision du chef de l'État. Les gens, les fonds qui vont dans ces rubriques-là vont être reversés aux enseignants pour tel mois et tel mois et tel mois. Ils vont rentrer en classe. Alors, je parle pour vous uniquement, pas pour tout votre corps. Est-ce que c'est proposé comme ça? Est-ce que ça peut... je parle pour vous uniquement. Tu fais la division entre pour vous comme qui? Pour vous également, vous qui êtes enseignant. Oui. Enseignant fonctionnaire. Non, vous l'individu que vous êtes, l'enseignant que vous êtes. Je ne parle pas pour le corps, je dis vous personnellement. Est-ce que les propositions faites par Emmanuel Cougnier peuvent vous arranger? Non, moi je crois qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de l'objectif. Je crois que les enseignants ont posé 2 grands problèmes. Le problème financier et le problème administratif. Parce que si on ne résout pas le problème administratif, on va se retrouver ici l'année prochaine. Pour ce même problème, voilà. Non, écoutons-nous très bien. Il y a la proposition de sortie de crise, n'est-ce pas, faite par le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'est-ce pas? Si nous regardons cette proposition, en vérité, elle touche essentiellement aux questions financières. Non, il y a administratif aussi. Une seule question administrative. Plusieurs. Attendez, je vais vous dire. Oui, je l'ai lu, grand frère. Grand frère, je l'ai lu. Et quand nous parlons de la confiance, n'est-ce pas, je vais vous dire que
l'acte fort que le président de la République, n'est-ce pas, aurait pu poser, ou bien devrait, il ne faut pas qu'on dise encore que je lui donne les injonctions, devrait poser, devrait poser, c'est peut-être témoigner de la bonne foi de ce qu'il nous a déjà proposé, en immatriculant les normaliens qui sont actuellement à l'école normale supérieure. Mais le président l'a demandé. Non, j'ai dit maintenant. Je suis désolé. Non, vous ne m'avez pas compris. Le communiqué dit à la sortie. J'ai dit. Non. Oh, prenez le communiqué, on relit. On a dit immatriculer. Nous disons immatriculer dès maintenant. C'est-à-dire que quoi? Comme on voit la même chose à l'ENAM, comme on voit la même chose à l'EMIA, que ceux de nos camarades qui sont actuellement à l'école, qu'on les immatricule dès maintenant. C'est différent. Je peux te reprendre, s'il te plaît. Ok, allons-y. Okay. Si vous lisez les instructions du président qui se tiennent en une page, dans la partie administrative, effectivement, le président demande que dès l'accès à l'école normale supérieure, qu'on règle le problème d'intégration. On a déjà lu des Attendez, non. Alors, on a la sortie. Au plan administratif, le président de la République prescrit au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de systématiser la constitution des dossiers d'intégration des enseignants avant la fin de leur formation par les intéressés et les institutions auxquelles ils sont affiliés. De veiller en relation avec les universités d'État compétentes au dépôt systématique dans les délégations régionales ou dans les services centraux du MINFOPRA, le cas échéant des dossiers d'intégration des lauréats des ENS et N7. Merci Léla. Très bien. Alors, j'ai pu commenter. Non. Tu es dans l'interprétation. Non, je ne suis pas dans l'interprétation. Excuse. Autour de cette table, celui qui est plus officieusement habilité a dit ce que le président, c'est moi. Non, comment? Non, parce que toi, tu tords le cou. Non. Non, c'est pas ça. C'est ma proximité. Non, je peux terminer. Je ne veux pas. S'il te plaît. Messieurs. Non, on s'entend. Je vais terminer. Je crois que là, nous sommes justement dans le procès d'intention et qui n'est pas de nature à favoriser la célérité de la résolution du problème. À partir du moment où le président a donné ces grandes orientations, tu as le droit de demander une interprétation précise pour que ça ne prête pas au bon vouloir de ceux qui, avant, retardaient les dossiers. Et je te le reconnais. D'accord? Mais dans l'esprit du président, c'était de faire en sorte que cette désharmonie qu'il y a, et nous avons parlé du statut de la fonction publique, que ça ne soit plus une sorte de ségrégation, n'est-ce pas, inégalitaire entre ceux qui travaillent pour les missions de service public. Et je crois que c'est ça l'esprit du président. Maintenant, tu as le droit dans le débat, parce que toi, tu es autour de la table, ce qui n'est pas notre cas, de dire qu'on précise et voire même inclure ceux qui sont admis. Maintenant, il y a un hic dans ton truc. C'est que j'aurais appris, là tu me corriges, que les écoles que moi j'ai connues à l'époque où les concours faisaient qu'en fait tout le monde était destiné à entrer dans les effectifs de l'administration. Maintenant, on peut passer le concours comme par exemple à l'IRIT et ne pas être diplomate. On peut concourir dans certaines écoles et à la sortie, vous allez dans le privé, par exemple les infirmières d'État ou d'autres. Donc c'est là que nous disons qu'il faut harmoniser. Et tu n'as pas tort d'évoquer cela, mais tu as de mauvaise foi de dire que... Vous terminez. Qu'est-ce qu'il faut? Nous parlons de quelque chose qui sont simples, n'est-ce pas? Des choses qui sont simples. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que... En fait, on sort du sujet. Qu'est-ce qu'il faut? C'est même un détail. Voilà, on sort du sujet. Qu'est-ce qu'il faut pour que dès demain, lundi, que les enseignants reprennent le chemin? Il y en a qui vont reprendre. Nous avons, écoutons, par nous avons posé... Vous avez déjà manipulé ces gens. Par l'intimidation. Messieurs, Raoul Le Mopi a la parole. Bonne manipulation. Nous avons posé deux grandes revendications. Oui. J'étais en train de faire remarquer quelque chose qui est simple. Je disais que, pour témoigner de la bonne foi, rien ne coûte au chef de l'État de dire que immatriculez-moi les élèves qui sont actuellement à l'école normale supérieure. Oui, s'ils sont prévus pour entrer, non, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais ne dis pas qu'ils font pas grand frère, puisque ceux qui sont à l'école normale supérieure maintenant sont appelés à être fonctionnaires demain. Pour qu'ils ne soient pas en train de faire 10 ans, comme à Midou. N'est-ce pas? Oui. Et il fallait casser un peu, n'est-ce pas? La deuxième des choses, il y a quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer parce que nos collègues nous regardent. Ouais, toi, tu es vous ne pouvez pas dire que parce que ceux qui gèrent les différents ministères sont des enseignants, qu'il faudrait pointer un doigt accusateur sur les enseignants. Moi, je peux vous retoquer, je peux poser la question différemment. Oui. Qui a nommé ceux qui font cela? C'est le président de la République. Moi, je me serais attendu que... Moi, je me serais attendu que, oui, ce sont les enseignants, c'est vrai, mais où sont les sanctions?
On peut donc penser qu'ils sont de connivence avec ceux qui l'ont nommé. Je veux donc dire, Oui, pour à la sortir. suite, Oui. je veux donc dire à la suite, n'est-ce pas, de Maître Dédé, il a dit il y a plusieurs Amidou, n'est-ce pas, qui sont bien là en stand-by, les candidats de la mort. Est-ce que vous savez qu'actuellement, oui, les candidats de la mort, c'est vrai que je vous dise, moi qui vous parle, laissez, moi, je dis bien les candidats de la mort. Avec Emmanuel Koh. Les candidats de la mort, Avec Emmanuel Koh. les candidats à la mort parce que ils sont à 9 ans sans salaire et sont en fonction. Je parle en regardant droit ma caméra. Oui. Le collègue Albert Mebang, actuellement, vous avez vu les vidéos, vous avez vu les photos, souffre d'un cancer de la peau sur les 2 jambes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas son salaire. Vous me dites que celui-là, quand nous tenons un genre de discours sur ce plateau, quelle perception il a de l'État en termes de confiance? Moi, je crois que l'occasion doit nous être donnée une fois pour toutes. Parce que la confiance est en train de se rompre entre le corps enseignant et l'État. Moi, je crois que l'occasion doit nous être donnée une fois pour toutes de rétablir cette confiance en tenant le langage de la vérité. Voilà. La vérité ici, grand frère, vous êtes proche du président de la République par votre parti politique. C'est les yeux au président de la République qu'il y a eu une sortie, c'est vrai, mais que les enseignants attendent encore des actes concrets. Madame a demandé une proposition de créer par exemple une task force dans laquelle on va loger 181 milliards. De sortir la liste Emmanuel Kounié. de sortir. Non, vous m'avez dit, moi, vous avez posé la question. Mais Emmanuel Kounié n'est pas enseignant. Vous avez posé la question à un enseignant. Je suis en train de dire que, non, nos manipulateurs, c'est d'abord la CATV qui a levé le mot d'ordre de grève. Alors que. Bon, laissez-vous. Alors, je dis ce qui est faisable. Oui, j'ai dit. Non, je veux dire, parlant des 181 milliards de francs CFA, est-ce que ça peut être mis à disposition maintenant, en l'état actuel des choses? Emmanuel Kounié, l'économiste, a fait savoir que non. Non, laissez-moi dire des choses. Laissez-moi dire des choses. J'ai dit quelque chose qui est simple. J'ai dit, l'État doit créer. L'État doit créer une task force dans laquelle elle va loger nos 181 milliards. Pourquoi, madame? Je vais vous dire ce qui se passe. Oui. La lutte que vous voyez, la lutte que nous menons aujourd'hui, c'est une lutte pour le contrôle de 181 milliards. Il y en a qui sont dans les ministères, que vous connaissez très bien, les finances par exemple, et attendent que cette lutte, n'est-ce pas, via l'échec, pour qu'ils mettent la main sur le pactole, 10%, 20%, 30%. 10% de 181 milliards, c'est 18 milliards 100 millions. Nous disons exactement que nous n'aurons rien à leur donner, qu'on crée une task force ailleurs, qu'on place nos fonds, qu'on sorte la liste des endroits et qu'on paye. On n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour payer. Et maintenant, l'État peut, de concert avec les leaders de l'intersyndicale et des collectifs bien connus, OTS et CCI, s'accorder, n'est-ce pas, sur une date à laquelle ils vont engager la discussion sur la révision, n'est-ce pas, et la signature du statut particulier de l'enseignant. Est-ce que c'est dur à comprendre? Merci. En une minute, Hervé Emmanuel Koh, parce qu'on est sorti de ce sujet. Je crois que le professeur il ignore le fonctionnement de l'État, mais ce n'est pas de sa faute. Ce ne sont pas les syndicats qui signent le statut de la fonction publique. C'est une mesure d'ordre public qui, à la limite, ne va pas, même pas à l'Assemblée, mais qui peut arriver là-bas. Deuxième chose, nous sommes ici devant la gestion des finances publiques. On n'est pas ici dans la discussion d'une tontine. Quand l'État... S'il te plaît, chef. Et la taxe force n'était pas privatisée. S'il te plaît. Allez-y, Hervé Emmanuel, allez-y. Tout ce que je sais faire, c'est que tu fais là maintenant. Je l'ai fait 40 ans avant. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'investisse dans la confiance. Et quand il prend un cas comme celui de notre compatriote enseignant qui a un problème de santé avec ses 2 pieds, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser insensibles. Et il faut qu'on résolve ce problème. Et je pense que si nous remontons... Est-ce que les 181 milliards de francs sur les 181 milliards, sous réserve que ça soit certifié, le montant exact, puisque je ne suis pas contrôleur spécial des finances des ministères de l'Éducation, on va trouver un système, soit de cantonnement, à travers même, pourquoi pas, une agence précise qui sera en charge d'apurer ces soldes. Mais moi, je vous dis que le plus important, c'est que nous posons les règles pour le moyen et le long terme. Parce que l'état de l'éducation, si on avait des explications avec les programmes d'ajustement et tout ça, est tel qu'il faut résoudre. Et pour que ça ne soit pas contagieux,
il faut aller courageusement vers un statut général de la fonction publique et qui fasse en sorte que personne n'ait le sentiment d'une injustice quand il assère à la fonction publique. Merci Hervé Emmanuel, d'autant plus qu'on a un ODS déjà dans le milieu de la santé. Alors, perturbation dans la fourniture en énergie électrique, le gouvernement réagit dans un communiqué rendu public ce samedi 5 mars 2022. Le gouvernement annonce que ces interruptions répétitives ont pour principale cause la crise hydrologique consécutive au changement climatique qui affecte le monde entier, impactant la production au niveau national. Dans le même communiqué, René Emmanuel Sadi annonce des mesures pour permettre le retour progressif à la normale. Hervé Emmanuel, comment est-ce que vous vivez le retour des délestages après la CAN? Je pense qu'il y a un problème. Et je parle ici devant le maire de la ville de Déa, qui est quand même une ville qui produit de l'énergie. Oui. C'est un trouble à l'ordre public. Vous comprenez? C'est un trouble à l'ordre public parce que ça a des conséquences. C'est un peu comme l'accordéon. Vous ne savez pas, vous avez votre frigo, vous devez tout jeter, vous avez ceci. Et j'ai entendu des histoires genre, vous devez opérer les gens avec les lampes torches et tout ça. Et bon, il y a une réalité. Là, on a un déficit de communication. Toutes les grandes entreprises, que ce soit une Néo ou bien Kamwate pour l'eau, doivent savoir qu'ils distribuent quelque chose qui relève des principes des droits de l'homme. La disponibilité de l'énergie est un principe à mettre. Je ne sais pas si... Donc, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, il faut clarifier les choses. En réalité, nous avons pris un gros retard sur la terminaison des infrastructures qui devaient nous apporter des suppléments de disponibilité énergétique, que ce soit dans les barrages ou autre chose. Et aujourd'hui, on est obligé de faire le délestage, mais le délestage touche surtout le petit peuple. Parce que les grands consommateurs de l'énergie, que ce soit par exemple à l'UQAM qui est à EDEA ou d'autres ici à Douala, on ne peut pas leur demander d'arrêter de fonctionner, sinon ils ne vont pas distribuer les salaires. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, accuser le climat, mais ce sont les hommes qui ont détruit le climat. Parce que vous savez, si on n'avait pas coupé la mangrove à Youpé, Douala aurait toujours... on nous a enseigné les saisons à Douala, on n'est plus là-dedans puisqu'il pleut maintenant même en mars-avril. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve des solutions en accélérant la mise en activité des barrages hydroélectriques et tout ce qui peut concourir. Nous prenons du retard. Non seulement c'est un désagrément public, mais nous prenons du retard aussi sur le plan de l'industrie. Et quand j'entends qu'il y a des projets, par exemple, de faire des trains à grande vitesse entre les villes, comment ces trains vont rouler si elles n'ont pas l'énergie électrique avec du gaz? Emmanuel Cognier. Alors, le communiqué du MINTOM fait savoir que ces coupures sont la conséquence justement de la crise hydrologique consécutive au changement climatique. Un commentaire peut-être? C'est assez étonnant dans un pays où il y a des cours d'eau à ne plus en finir. De toute façon, moi je crois que le ministre essaye de dire quelque chose. Mais ce que je voudrais vous dire... Qu'est-ce qu'il essaie de dire, le ministre? De dire quelque chose. De répondre, de dire quelque chose parce qu'il ne peut pas se taire. Il faudrait bien qu'il dise quelque chose. Mais lui-même ne croit pas ce qu'il dit. Moi je crois que je suis... Tu es dans sa tête, je suis certain qu'il ne croit pas. Tu es dans sa tête. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en 2021, oui. En 2021, madame, le ministre Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Énergie, au cours d'une communication gouvernementale, bien entendu, nous a promis, pour mettre fin à cette affaire de délestage, c'était en avril, il nous a promis le remplacement de 53 000 poteaux en bois défectueux par des supports en béton. Oui. Il nous a promis l'acquisition, courant 2021, de 11 nouveaux transformateurs par Sonatrel pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre le problème à Douala et à Yaoundé. Il nous a promis le démarrage courant 2021 de la construction de 230 km de lignes de distribution souterraine, c'est-à-dire que les câbles vont. Il nous a promis des tas de choses. Il nous a même promis la finalisation des travaux de construction et de mise en service de la ligne de transport d'énergie venant de Memvele. Bon, alors, toutes ces promesses, aujourd'hui, quand il arrive maintenant, il ne nous dit plus rien de tout ça. Il nous sort l'histoire de hydro, c'est-à-dire qu'il y a moins de pluie, etc. etc. Mais ce projet, ce qu'il nous a proposé en 2021, là, qui nous donne un compte rendu, on est où avec ça? Vous avez vous-même vu comment on est en train de passer les câbles souterrains à Douala? C'est où? Alors, vous voyez des gens comme ça qui disent des choses qui ne peuvent pas exécuter. Et là, je reviens sur les enseignants. Quand il y a des choses comme ça,
Comment pensez-vous que les enseignants peuvent croire à la parole Non, publique? tu es téméraire, tu mélanges À la tout. parole Non, publique. toi, tu es mélangeur. Oui, mais quand Non, ce monsieur nous a dit toutes ces histoires, ça c'est la parole du gouvernement. non. Et la parole du gouvernement, un an après, Emmanuel, on vient nous raconter une histoire du genre, il y a la pluviométrie et tout ça, il n'y a pas l'eau dans les Emmanuel. rivières, etc. Mais sur tout ce qu'il a dit là, où en est-il? Tu peux essayer, donc, tiens. donc, nous voulons avoir un gouvernement D'accord. qui établit une relation de confiance avec le peuple et non une relation de méfiance. Parce que les gens se méfient de ce gouvernement-là. Maître Parce que c'est un Baudet. gouvernement qui dit des choses vraiment irréalisables ou dit des choses qui ne réalisent pas Non, et qui ne monsieur, rend pas non, compte. non. Parce Et que là, je peux pas au moins, monsieur Hervé, au moins après coup, il devait nous dire que ça l'a dépassé. Non. Et qu'il a repoussé ça à Mais- 2022. Mais il ne dit rien, il nous parle de l'eau. Non, Emmanuel. Il parle de la pluie, On reviendra avec vous. pluviométrie. Maître Bébé, Et comment ce est-ce qui nous que va vous... pas la Merci, pluviométrie. Merci, messieurs, En merci, 2021, messieurs. pourquoi il n'a pas parlé de la pluviométrie? Maître Bébé, comment est-ce que vous analysez la politique énergétique au Cameroun de façon globale? Oui, voilà. Déjà, accuser les changements climatiques, c'est quand même bizarre. Dans un monde où, comme quelqu'un disait, l'homme coupe l'arbre pour faire des papiers sur lesquels il va écrire qu'il n'est pas bon de couper l'arbre. C'est bizarre. Et ça, Vous mais comprenez, joli, vous comprenez, alors, le problème pris globalement est que, ce que je peux dire globalement, c'est que nous ne sommes pas... C'est-à-dire, le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain. Le bout du tunnel, ce n'est pas pour demain. Pourquoi? Pourtant, nous avons un potentiel énergétique énorme au Cameroun. Deuxième pays hydraulique. Énorme, énorme. Nous avons un potentiel de, selon les experts, de 25 000 mégawatts. Qu'est-ce qui fait donc problème? Bon, ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que, bon, on vous explique déjà qu'il y a des changements climatiques, mais à cela, on pourrait ajouter l'accroissement de la population et puis les détournements d'énergie en route. C'est-à-dire, dans les lignes qui conduisent, dans la distribution, il y a les détournements. La perte. La perte, Parce que oui. Son oui. a été créé pour La perte, passer, voilà. mais il y a une perte. Est-ce que Pourquoi vous savez, il y a la perte? est-ce que vous Il y a la savez, perte Leïla, à cause de la géographie du pays et Est-ce que que vous- le métier que Sonel remplissait avec talent, aujourd'hui qu'on a divisé, son atteint n'a pas encore atteint le niveau de résultats qu'il devait avoir. Est-ce Je veux que- dire, est-ce la que- perte est due à l'incompétence de Non, Sonatrel. bon, Pourquoi est-ce qu'il y a perte? Est-ce Et que là, vous je savez- sais que vous êtes Est-ce que un vous savez- procureur intangible, mais il y a la perte à cause du relief de notre pays, du fait que Sonatrel n'a pas encore atteint le niveau de maîtrise de son métier. Je veux dire que quand la Sonel gérait le transport Je l'avais dit. voilà. Est-ce qu'il y avait autant de pertes que maintenant que Non, Sonatrel est aux non, affaires? mais on n'avait pas la demande sociale que Maître Bébé est en train de vous dire. Parce Voilà. que le Donc, principal la consommateur de l'énergie, c'était l'industrie et surtout à l'Ubassa. D'accord. Allez-y, Aujourd'hui, Voilà. il y a une consommation L'une des fautes sociale. que nous avons commises, c'était peut-être de privatiser Oui. ce secteur. Déjà, voilà un bon de débat. l'énergie. On a fait des barrages partout. Vous Voilà comprenez? un grand Ça, débat. ça, c'est déjà un grand problème d'avoir privatisé ce secteur-là. Est-ce que vous savez qu'en 2015, on nous a dit que le déficit énergétique quotidien au Cameroun était de 100 mégawatts? 100 mégawatts. On a quand même fait des efforts. Parce qu'en 2021 et peut-être en 2022 aujourd'hui, nous sommes à près de 50 mégawatts de déficit quotidien. Mais c'est rien par rapport au potentiel que je viens d'évoquer Et tout au à l'heure. projet qu'on a, c'est rien. Et au projet qu'on a. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le potentiel que nous avons, dont nous pouvons nous prévaloir, il n'est que de 1500 mégawatts. Oui. Oui. 1500. Sur les 3000 qu'on est censé produire, on a que 1500. Et c'est pour ça que dans le cadre de la stratégie nationale de développement, la SND 2020-2030, on prévoit à l'horizon 2030-2035 de produire, 5000 mégawatts. 5000 mégawatts. Alors Mais, qu'on avait projeté 6 000. mais selon les experts, pour arriver à cette production, il faut mettre sur la table 6 000 milliards de francs. Vous voyez qu'on n'est pas prêt de sortir de... Ces fonds vont aller à leur objet. Alors, Et le problème, de la rareté de l'eau n'est pas si faux. Parce que quand vous prenez par exemple le barrage de Lac d'eau, en 2019, on était à 4 milliards de mètres cubes stockés dans ce barrage. En 2021, on se retrouve à 2 milliards simplement de mètres Oui, cubes. mais l'homme voilà. Pancart a été Raoul fait pour Mopi, compenser. avec vous, j'aimerais qu'on Oui, je voulais bien en Sur les venir. barrages de retenue. Je voulais bien en venir, mais bon, je viendrai Allez-y, vous peut-être... terminez. Allez-y, vous terminez. Oui, c'était pour dire que maintenant, on s'est lancé dans la politique de construction de ces infrastructures-là. Oui. Le barrage de Lompanga, Lompanga, le barrage de Retenue. le barrage de Naktigal, Naktigal, avec l'aide de nos partenaires au développement, la Banque africaine de développement, EDF, la Banque mondiale, etc., etc. Mais tout ça, ça tarde à produire des résultats concrets. D'accord. On nous renvoie en 2023. 2023, c'est demain. On verra bien l'entrée en production de Raoul ces Mopi, avec vous, énergies. j'aimerais qu'on évoque justement les conséquences de ces coupures sur les ménages et sur les entreprises. Dans les salles de classe aussi. Les S'il conséquences- travaille. Les conséquences, n'est-ce pas, sont S'ils désastreuses. travaillent.
les conséquences sont désastreuses. Je crois que M. Hervé a commencé par rappeler tout ce qu'on balance, n'est-ce pas, de travers les aliments. Vous savez qu'au Cameroun particulièrement, on n'a qu'un seul salaire. Et quand on a un seul salaire, on travaille en termes de prévision. On doit doter la maison d'un ensemble de choses qu'on ne peut conserver qu'au frais. Bon, mais si on n'a pas d'énergie électrique, vous voyez, c'est pathétique. Il y a les petits métiers. Vous savez que notre économie est en majorité informelle. Le petit coiffeur qui est en bordure de rue, celle qui fait les tresses et qui doit chauffer tout cet appareillage-là. Vraiment, c'est une tragédie. Les soudeurs, les effets sont énormes. Mais ce que je veux dire, au-delà de votre question, c'est que je voudrais vraiment savoir, qui a dit aux Camerounais qu'on ne peut avoir l'énergie que par l'eau? Pourquoi n'a-t-on pas... Pourquoi? Oui, puisque ce sera facile de dire que le niveau doit baisser. Pourquoi l'État, n'est-ce pas, ne cherche pas d'autres options, comme l'énergie éolienne, comme l'énergie solaire? Je crois que le potentiel, n'est-ce pas, éolien et solaire du Cameroun est suffisamment énorme, n'est-ce pas, pour qu'on apporte des mesures palliatives. Parce qu'il est quand même anormal. Moi, j'ai travaillé à l'extrême nord. Il est quand même anormal que les gens soient chauffés là-bas tous les jours par le soleil et quand le soir on dit bon, on a coupé la lumière. Mais il y a des choses que l'État peut exploiter. Si l'État se rend compte qu'à une certaine période de l'année, il sera, bon, du fait de l'étillage, n'est-ce pas, il sera difficile de faire tourner toutes les turbines. On peut prendre des résolutions simples. On déclenche, n'est-ce pas, des investissements dans l'éolien au nord, à l'ouest du Cameroun, mais dans le Grand Ouest. Le solaire au nord, oui, puisque tous les réseaux n'ont pas les mêmes problèmes. On va avec l'éolien. Moi, j'ai dit, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas, face à une situation qui ne marche pas, trouver une autre solution qui ne va pas marcher. Parce que regardons très bien, Maître Bébé a eu à lister un ensemble d'infrastructures que l'État a eu à mettre sur pied, à l'effet de nous mettre à l'abri, de nous placer à l'abri de ce genre de et même de distribuer dans la sous-région. J'avais seulement constaté que quand on a achevé tous ces barrages, les effets de délestage étaient toujours énormes. Au point où on s'est demandé, bon, juste à quoi servait tout cela, toutes ces choses qu'on avait à construire. On avait répondu à l'époque qu'on avait construit, mais on avait oublié de transporter l'énergie, les infrastructures de transport. Mais j'ai tombé des nuits parce que je ne sais pas pour qui on construisait les barrages. Peut-être pour les singes qui sont dans les forêts. Voilà. On ne peut pas rationnellement justifier le délestage, soit par le fait qu'il n'y a pas d'entreprise pour transporter l'énergie, soit par le fait que du fait de l'étillage, que le niveau doit baisser, alors qu'on sait qu'il y a des potentialités que l'État, ou bien le pays qu'on appelle le Cameroun, a pour compenser toutes ces pertes. L'énergie solaire, par exemple, dans la partie septentrionale du Cameroun, l'énergie éolienne, dans la partie Grassfield et tout ce qu'on connaît, qui peuvent, n'est-ce pas, contribuer, n'est-ce pas, à réduire toutes ces disparités. Et si cela n'est pas fait, je peux vous assurer, il faut s'attendre à OVL. Peut-être on veut la lumière. OVL, c'est quoi? On veut la lumière. On veut la lumière. Hervé Manuel, comme deux questions. Je veux dire, aujourd'hui, on remarque. Et nous, on va faire, on vous accueille. Alors, deux questions. OVA. Avec la tempête ou bien avec... Oui. Alors, déficit dans la production, dans le transport, dans la distribution. Quelle aurait été finalement la plus-value de la séparation de ces secteurs? La deuxième question, on voit bien les limites des différents projets dont le but annoncé était d'augmenter la production et même d'optimiser le transport et la distribution de l'énergie électrique. Qu'est-ce qui manque à ces projets? Alors, deux questions. Oui, sur la plus-value et ce qu'il manque au projet. Vous posez là des questions fondamentales et il faudrait que vous organisiez une émission spéciale parce que c'est une question de liberté, de démocratie et de gouvernance, la disponibilité de l'énergie. Globalement, il y a deux consommateurs d'énergie dans un pays, dans un environnement économique. Il y a d'abord la consommation sociale, les ménages et tout, hein, et puis la consommation industrielle, c'est-à-dire les industries et tout. Alors, ce que disait mon compatriote sur le fait qu'il y a d'autres sources d'énergie est exact, mais ces sources n'ont pas la même capacité à répondre aux projets de développement. On peut donc faire une politique hybride, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que, dans la mesure des possibilités, la consommation sociale et des activités agricoles et tout ça soit branché sur le solaire et sur l'énergie d'origine éolienne, mais l'industrie ne peut pas. Vous ne pouvez pas faire
marcher un train électrique avec les trucs du solaire. Donc, je pense aujourd'hui que, quand vous posez cette question, je suis d'avis, et je le dis, mes camarades savent que je suis un homme libre là-dessus, on a été entraîné dans le processus de concession. C'est parce que ce n'est pas vraiment la privatisation, d'une façon un peu précipitée, et on n'a pas toujours pris les mesures pour sauvegarder l'ordre public de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on devait avoir dans le cahier des charges des concessionnaires des obligations de service public pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas panne de distribution électrique. Moi, je vous dis, à Paris, j'ai la chance d'habiter pas loin des hôpitaux. On ne peut pas imaginer qu'on coupe l'électricité. Dans l'environnement, il y a un hôpital, des écoles et tout. Donc, je pense qu'il faut repenser tout cela, relancer une politique de l'énergie assez pertinente. Et puis, parce que quand on parle de l'eau, on parle seulement de l'eau pour alimenter les centrales, on dit ça, les centrales. Mais on ne parle pas aussi de l'eau à la consommation au robinet, parce que tout cela est lié. Donc je pense que oui, il y a du travail à faire. Il y a des domaines dans lesquels on ne devait même pas entrer dans une querelle idéologique. On devait simplement dire il faut retrouver la disponibilité d'énergie. Je donne pour l'information des Camerounais que la SONEL était dans le classement mondial 32e pays. Le Cameroun était 32e et nous étions l'un des rares 10 pays au monde qui avions un électricien qui faisait tout le travail. On appelle ça, qui faisait du branchement, de la distribution, de la commercialisation. Bref, la SONEL était au modèle d'EDF. On a commencé à saucissonner, et là on crée la Sonatrel, on crée ceci. Donc on n'a plus un électricien global. Or, dans le monde, c'est ce qui est recherché aujourd'hui pour avoir une cohésion politique, c'est-à-dire que si vous entrez à EDF, il fait non seulement le nucléaire, il fait aussi les centraux, il fait le gaz, il fait les turbines, il fait tout. Mais aujourd'hui, on va créer une centrale à gaz à Kribi, on va créer une société à part. Donc je pense que oui, il faut ouvrir une réflexion pour donner la cohésion, la cohérence et surtout, on a un impératif, il nous faut une disponibilité minimale de 6 000 mégawatts pour que Prométhal et Alucam marchent en même temps, sans interruption, pour que d'autres aussi qui se mettent à côté, vous voyez. Et ça, si on ne les a pas, le projet de modernisation de notre industrie va prendre du retard et il y aura des mécontents et les amis de Coigne vont l'instrumentaliser pour créer des organisations pour descendre dans la rue. Maître Bébé, partant des annonces du MINCOM, je veux dire les pertes. Non, c'est le deuxième tour. C'est le deuxième tour, justement. Toi, tu disputes toujours la parole. Tu parles dans ton église de réveil là-bas sans problème. Alors, Maître Bébé, partant des annonces du MINCOM, les perspectives de fin de coupure à la fin de ce mois, est-ce qu'elles sont réalistes et crédibles? Non, sur quelle base? Je vous ai donné les statistiques tout à l'heure, Léla, c'est pas possible. Ce que je voulais dire par contre, c'est que le grand frère Emmanuel a dit quelque chose de très pertinent. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une politique qui allie les sources d'énergie pour alimenter les industries, pour faire répartir notre tissu industriel. C'est ce qu'on avait avant. Hein. Mais faire aussi... Les PWI et tout ça, c'est les barrages. Voilà. Faire aussi des structures pour alimenter les petits ménages et puis les petites industries. Par exemple, les coiffeurs, etc. C'est pour ça que dans le projet du PCRN, par exemple, du candidat Cabral Libya à la présidentielle, il était prévu parce que tous nos arrondissements sont limités par des cours d'eau. Oui, et on peut faire des barrages. Il était prévu dans le programme de campagne du président Cabral Libye de créer une centrale électrique, hydroélectrique dans chaque arrondissement. Parce que là, si nous laissons que c'est l'État seul qui produit l'électricité qui va alimenter tout le Cameroun, et avec l'ambition d'alimenter la sous-région, c'est-à-dire atteindre les 6 000 mégawatts dont nous parlons, c'est impossible. Par exemple, l'acte d'eau alimente en réalité le Tchad. Voilà. On ne peut pas le dire en public. C'est difficile, vous comprenez? C'est pour ça que si, aujourd'hui, on parvenait à créer une centrale hydroélectrique dans chaque arrondissement... C'est possible. Oui, ce serait possible. Parce que ce seraient des centrales pas de très grande taille. Donc ce serait possible. Et ça pourrait se faire dans le cadre des collectivités décentralisées. Nous avions cela au programme. Donc, ce que je voulais juste appuyer, ce que... Emmanuel Kouni, sur la même question qu'Hervé Emmanuel. Qu'est-ce qui manque justement aux projets qui ont été... La vérité, c'est que nous sommes lancés vers des éléphants blancs, tout simplement. Ouais. Parce que tous ces barrages-là, Longanda, Memville et tout ça, c'était trop gros.
Parce que quand il y a un projet comme celui-là, il faut le concevoir. Enfin, la programmation doit partir de la conception du projet à sa mise en service. Et ce n'est pas seulement dans ce domaine. Vous voyez bien qu'on nous dit que les infrastructures de transport n'ont pas été envisagées pour plusieurs cas, le cas Mvele, le cas Lompanga, je ne sais pas. Mais Emmanuel, tu sais qu'il y a une parole. Lompanga, les gens ne le savent pas, il faut qu'on le dise. Lompanga est un barrage de retenue pour alimenter d'autres barrages en aval, mais lui-même ne produira même pas plus de 29 MW. Tout à fait. Bon, il faut donc noter que c'est un drame, parce que quand votre programmation échoue, quand ça dit elle n'est pas bonne, elle n'a pas encore échoué. Quand vous faites une mauvaise programmation, vous programmez votre échec vous-même. Parce que quand vous prenez par exemple, nous sommes entrés par l'électricité, quand vous prenez le port en eau profonde de Kribi, il n'est pas traversé par un chemin de fer, il n'y a pas de desserte. On ne sait pas comment on peut évacuer les conteneurs. On est en train de réaliser. Oui, mais en train de pouvoir mettre un port. La mise en service suppose que les équipements... Attends, toi, il faut tout avoir. Parce que vous allez faire 100 ans au pouvoir. Oui. Mais vous avez un mandat de 7 ans. Mais dis à ton candidat qu'il soit patient. Mettez ça dans l'intervalle. Vous avez des démangeaisons. Mettez ça dans l'intervalle de de votre mandat. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on va. Vous allez faire quand vous avez 40 ans, vous n'avez plus rien. Tu sais en combien d'années on fait un barrage? Non, c'est pas... Les 3 gorges en Chine. De toute façon. Quand vous oubliez les infrastructures de transport de l'énergie, alors il y a problème. Il y a un vrai problème de conception ou bien de la gestion de projet. De la gestion de projet. Et comme il a dit, tout le monde sait qu'il faudrait qu'il y ait des mini-barrages. C'est possible, à moindre coût. Et ça va faire autonomiser certaines villes ou certains endroits. Et on va éviter. Et puis, le sud-ouest, le nord-ouest, pour terminer, vous avez parlé de... Je m'en voudrais de partir sans parler de ça. Vous avez parlé de perturbation des fournitures d'électricité. Le plus grand perturbateur, c'est Eneo lui-même. Parce que Eneo ne respecte rien. Eneo ne respecte absolument rien. Ils ont créé quelque chose de magique à Douala. Ils ont créé une zone qu'ils appellent première zone. Aqua, Bali, Bonanjo, Bonapiso. On ne vous envoie pas les factures. Ah. Oui, ils viennent chez vous avec une liste. Ils vous disent, à la fin du mois, ils vont vous envoyer la facture dans vos téléphones. Alors, je leur ai posé la question, si je n'ai pas mon téléphone, si je perds le téléphone. Ils vont vous envoyer. Et puis, quand ils disent ça, ils n'envoient pas. Et quand ils vous envoient la facture, ils mettent directement les frais de coupure. Oui, c'est donc, quand ils viennent chez vous, ils viennent chez vous directement, ils coupent. Alors, la loi est claire. L'article 262 du Code pénal dit que vous donnez la facture d'électricité et vous attendez 7 jours. Mais ils le font systématiquement et ils perturbent tout le monde. Et ils ont encore d'autres équipes qui sont sur le terrain qui font une histoire qu'on appelle, ils recherchent la fraude. Vous allez à la nationale maintenant, vous allez voir des dames qui sont assises avec les 600 000, 500 000. On dit, bon, vous payez la moitié et puis on fait les moratoires. C'est du banditisme pur. C'est du désordre. Et ça, les Camerounais, et puis quand vous voyez les gens, parce que puisque les gens sont en position de faiblesse, quand ils ont déjà supprimé l'énergie, vous arrivez là-bas en position de faiblesse, vous voulez avoir l'énergie à tout prix et vous vous battez comme vous pouvez pour leur apporter de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils raquettent les gens partout. Donc, franchement, l'État doit pouvoir mettre l'œil dans cette affaire. Mais Emmanuel, on peut être d'accord ensemble là-dessus, quel que soit le parti. On a transféré des missions de service public à des sociétés privées, même si ce sont des concessions. Je ne crois pas qu'on doit laisser à Eneo le droit d'avoir le sens unique, de fixer quelles sont les factures, de fixer même les taxes. C'est quel le pouvoir du législateur? Ils sont à la fois. Oui. Quand ils arrivent chez vous, ils sont à la fois le plaignant. Et ils sont accompagnés de gendarmes. Et c'est eux qui exécutent le jugement. Et ils le font séance tenante. Et quand vous les parlez, les dames arrivent là, Madame P, ça vous quitter derrière les problèmes. C'est-à-dire qu'ils se promènent avec des sacs de problèmes, ils distribuent les problèmes. Il faut que les gens... Non, il faut que cette affaire-là s'arrête. Il faut que l'État, il faut que les autorités administratives de la ville leur posent la question là-dessus, qu'on les interpelle, ces gens-là. Parce que moi, ils m'ont fait ça, j'ai refusé de payer, je suis déjà très loin avec eux. Mais toi, tu fais comme ça. Parce qu'ils n'arriveront pas. Il faut préciser que si le code pénal... Si le code pénal est clair. Non, oui, je voulais juste dire que si le code pénal prévoit effectivement, qui interdit effectivement de couper sans avoir donné au préalable un préavis. Une facture. De moins de 10 jours. Non, oui, c'est une facture. Et puis on a un délai attend. de 10 jours. Oui, mais cette disposition n'est pas d'application générale. On vise des secteurs comme l'hôpital ou des secteurs dans lesquels la vie de... Non, maître, elle devient générale. Non, maître. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'électricité? On n'a pas dit dans le code pénal. Non, on n'a pas dit dans le code pénal que ça concerne ces infrastructures. On dit bien que quand... Non, le problème est que Maître Bébé est avocat d'affaires, il défend les puissants.
Et on n'a pas Non, dit que ça je dis devait qu'on n'a être... jamais dit ça. C'est pas On n'a jamais dit ça discriminatoire. dans le code pénal. Ils n'ont pas le Écoutez, droit. moi j'ai une expérience où j'avais une télévision de près de 100 pouces. Nous avons tous subi ça, grand frère. Voilà, Nous ils avons ont tous coupé subi. un jour pas coupé chez moi. J'ai eu ça. Il y a une interruption Mais j'ai et ils vous poursuivi. renvoient. J'ai Ils vous poursuivi. renvoient. Je te Moi, dis. j'ai poursuivi AES-ONEL déjà. Moi, je ne peux pas. victorieusement. Moi, je ne peux pas. Sur le Parce plan qu'il faut civil. provisionner. Ils n'ont pas le Sur le droit de plan couper l'électricité dans un ménage sans donner la facture. Non, Ça, on est je d'accord vous là-dessus. ai dit qu'ils ont choisi cette zone-ci, ils ne donnent pas. Mais de Anissa facture. et quand elle ne paie pas l'électricité depuis au moins 15 ans. Hervé il a posé- Hervé Manuel-Com. Oui, à la suite de M. Kounié, je vais faire clairement un témoignage. Hein, parce que ce qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que habituellement, on me remet des factures d'une valeur maximale de 10 000. Au mois Toi, de 10 000 seulement. Oui, 10 000. Je suis enseignant. Pourtant, tu écris les tracts Mais avec. il a combien Alors, je suis Il n'a enseignant. pas payé depuis. Il Alors, écrit les tracts. il D'une faut- valeur maximale de 10 000 francs. Au mois de janvier, ma facture n'a pas été remise. Je me dirige à l'agence additionnelle de Dakar. Une dame là, elle tape la machine, me dit que la facture c'est 43 000. Oh là. Alors je lui demande que, mais est-ce que je dois venir ici pour que vous puissiez me dire combien je vais payer dans la machine? Mais je lui fais remarquer que voici le listing de mes 12 dernières factures. La plus chère, c'est 12 000 francs. C'est 10 000 francs en moyenne. C'est 10 000 francs. D'où vient-il que je me retrouve avec une facture de 43 000, soit 427 points d'indice? Alors, elle entre dans la machine, et là, ça vient directement avec les frais de coupure. Hein. Bien sûr. Elle entre dans la machine, elle manipule encore une histoire de aller payer à la caisse 27 000. Je lui ai dit, moi, je n'ai finalement Elle a coupé rien à en payer. deux. Oui, je vous dis bien. Et c'est la directive d'agence. J'ai dit, D'accord. moi, je n'ai rien à payer parce que je ne comprends rien. Je vous demande ma facture, c'est dans la machine, vous me tapez les choses, me dites, allez maintenant payer 27 000. Ou bien, entre le temps qu'on a commencé à échanger et maintenant les kilowatts ont chuté, j'ai dit, c'est des choses graves. Et surtout qu'il faut le dire, on est en train de se plaindre de la qualité de l'offre en énergie électrique. Il faut aussi se plaindre de la qualité même du service. C'est de Parce ça que je finalement, veux. même les choses... L'arrogance de- Oui, finalement, c'est les choses en emporte-pièce. Il a parlé des releveurs là, qui viennent là et qui prennent sur eux de donner arbitrairement les valeurs au Ce sont des sous-traitants. hein. Enfin, je ne sais pas si ça Je vais vous dire quelque chose qui se passe. Je vais vous dire quelque chose qui se passe dans Pour terminer, l'arrondissement de Douala 3, qui est très grave. Et j'attire comme ça l'attention du DG de AES-ONEL. Dans ces zones-là, les releveurs... Il n'y a plus à Essonner, c'est Pardon, Enéo. Enéo. Dans ces zones-là, certains releveurs viennent avec des rouleaux de fil qu'ils font suspendre sur les compteurs et prennent donc des images Pour dire qu'on a montrent touché le dossier et compteur. disent que vous êtes un trafiquant de Ouais. Avec des chuintes dans la bouche. alors, j'ai plusieurs voisins qui sont dans cette situation parce que nous sommes allés, n'est-ce pas, face à ces compteurs. Nous leur avons demandé, montrez exactement où il y a un fil ici qui n'a pas été placé par vous. Quelqu'un qui a un compteur individuel. Aujourd'hui, on demande à la personne de payer près de 200 000 francs pour une situation qui n'est pas fondée. Donc moi, je crois que c'est des choses qui sont tellement graves. Et il faut prendre n'est-ce pas, la mesure. Merci, du monsieur le Pour leur dire cela. J'ai une information à donner. C'est quoi? C'est le meeting Non, du non, SDF ici. C'est Enéo, c'est Enéo. Arrête ça. C'est Enéo. Il y a un mémo Enéo signé par le directeur général. Mais il n'est pas là pour se Il défendre. dit, voici le mémo. Mais toi, Je tu vous lui le- avais un je document. vous le Lui, donne. il n'est pas là. Non, voici, c'est lui qui signe ce document. Oui. Quand on parle de fraude, comme il vient de le dire là, si vous êtes en plein contentieux, ils n'ont pas le droit de vous couper le cou. Non, ça c'est vrai. C'est comme ça qu'à Et il a ne écrit, paie pas. mais eux, ils coupent systématiquement. Mais il a écrit, il a envoyé ça à Celle, mais les gars font carrément le contraire sur le terrain. Ils l'ont fait chez moi et je suis allé chercher ça à Celle. D'accord. Alors, en une minute chacun, on va dire un mot sur la crise dans le nord-ouest et le sud-est. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière avec l'assassinat du sous-préfet des Kondo-Titi, du maire de la même ville et d'autres personnes. Vraiment, en une minute, la sécurité qui reste un challenge dans ces deux régions. Et Hervé Manuel-Com. Écoutez, militairement, nos forces de défense et sécurité ont pris le dessus, définitivement le dessus. Mais maintenant, pour ceux qui hésitaient encore, comme Emmanuel Kounié, c'est à lui que vous devez adresser la question, on appelle ça quoi, ce qui se passe? C'est du terrorisme, c'est l'assassinat des personnes non armées, un militant du RDPC, paysan de section, un maire, un sous-préfet, c'est quoi? C'est du terrorisme. Donc, nous, on est sur la même longueur d'onde. Il faut que l'ordre et la paix règnent partout et rien ne peut justifier ce genre d'attitude parce que c'est du terrorisme. Alors, si on doit faire le rapprochement entre les différentes descentes qu'il y a eu dans le nord-ouest et le sud-ouest et toutes les propositions et mesures qui ont été faites par les autorités, si on doit faire le rapprochement entre tout ça et ce qui se passe actuellement?
Madame, il y a un échec. Ça ne marche pas. Je suis d'accord avec le grand frère Hervé que tout ça, c'est du terrorisme abject. Oui. Vous comprenez? Il faut combattre ça. Mais on ne peut pas combattre ce terrorisme uniquement par la solution militaire. On ne s'en sortira pas. Parce qu'on continuera de déplorer les morts civils, notamment, et même militaires. Et à dire que c'est du terrorisme, on n'aura pas avancé. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre fin à cette situation. En libérant tous les prisonniers. C'est ça, oui. En libérant tous les gens qui sont détenus dans le cadre de ce truc. 2, en créant un dialogue inclusif. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui sont en prison. Tu les connais, bébé? Vous connaissez les amis? Non, attends. Il y a eu Rapidement, Cardinal Toumi avait essayé de créer oui, ce qu'il appelait la All Anglophone Conference. Oui. Ça dit qu'il fallait que tous les anglophones, de toutes les obédiences, les tenants de l'État unitaire, les tenants de l'État fédéraliste, les tenants de la sécession, qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent et qu'ils délèguent des gens pour venir au grand dialogue national. Et que dans le cadre de ce grand dialogue, l'État ne se comporte pas comme le chef. Parce qu'il y a deux parties. Oui, on ne pourra pas. Il faut trouver un médiateur neutre. Il faut trouver un médiateur neutre. Parce que sinon, on va arriver à quoi? À la même chose qu'il y a eu. Donc tu mets l'État à l'égalité avec les groupes terroristes. Ça se passe comme ça dans tout le monde entier, grand frère. Tu le sais très bien. Puisque s'il faut que l'État maîtrise l'agenda, c'est lui qui définit la date, c'est lui qui dit où le dialogue doit se tenir, de quoi est-ce qu'on doit parler, qu'est-ce qu'on doit faire des résolutions prises. C'est toi et moi. On en arrivera pas, on en sortira pas. Emmanuel Kounié. On s'en sortira pas. Merci. Je veux dire à Hervé que Oui. quand vous gargarisez à dire les terroristes, c'est bien. Nous sommes dans notre référentiel ici, nous les appelons les terroristes. Oui. Toi aussi. Eux, ils sont là-bas. Toi aussi, tu les appelles terroristes. Quand je veux Chris à nous, il dit l'État terroriste du Cameroun. Eux, ils nous appellent aussi terroristes. Ah bon? C'est le propos, c'est leur langage. Donc, je ne voudrais pas qu'on joue sur les mots. Ces mots-là nous amèneront nulle part. Le fait de dire terroriste, monsieur, je voudrais vous dire ceci. Monsieur, on appelle ça comment? Ce qui s'est passé, oui, l'assassinat du sous-préfet. Nous, on appelle ça terrorisme. C'est du terrorisme. Oui, c'est du terrorisme. Mais ça, on ne peut pas. Toi aussi, tu appelles ça terrorisme. Bien sûr, c'est le terrorisme. Et on combat le terrorisme. C'est le référentiel. J'appelle ça terrorisme dans mon référentiel. Dans mon référentiel. Oui, toujours toi. Donc, il faut arrêter. C'est du vocabulaire, c'est que tu fais là. Non, je suis là. On est dans un référentiel. Nous nous connaissons. Attends, c'est moi qui ai la parole. On a tué un maire. On a tué le sous-préfet, etc. On a tué un président, un militant du RDPC. Oui, c'est un militant du RDPC. Mais je voudrais vous informer que tous les gens que vous envoyez, que vous considérez comme les élites des anglophones ne se reconnaissent pas. Comment tu le sais? C'est le chef de l'État. Donc, en fait, c'est l'échec des mesures et des descentes faites jusqu'ici. On va discuter avec qui? Tu as une dénonciation, c'est les Raoul Mopi. Merci Emmanuel Kounié. Raoul Mopi. Il faut trouver les gens avec qui En 30 secondes, parce que là, on a fini. Je crois que c'est quelque chose de très grave. Oui, rapidement, Raoul Mopi. Il ne faut pas qu'on s'en On n'a pas eu le temps d'en parler. C'est quelque chose de désolant. Oui. Personne ne peut se plaire, n'est-ce pas, de voir les pères de famille décédés. Moi, je vois beaucoup d'orphelins dans cette tuerie-là. Et c'est une charge supplémentaire, n'est-ce pas, que cette guerre donne au reste de la société. D'accord. Comment on en sort? Mon seul vœu, c'est que les mesures soient prises pour qu'on mette définitivement un terme à une guerre qui a trop duré. Merci Raoul Mopi d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous. Merci à Emmanuel Cobb. Vous faites comme ce que le Mopi a dénoncé tout à l'heure, des gens qui annoncent la fin de la grève à la place des enseignants. Merci à vous Hervé Emmanuel Cobb d'avoir... Là, je reviendrai, même avec Kounié. D'accord, merci Hervé Emmanuel Cobb. Merci à vous Emmanuel Kounié, finalement les homonymes. Vous étiez content d'être avec votre homonyme? Non, mais je ne sais pas, mais je crois que c'est toujours un plaisir d'être avec lui. Merci Maître Bébé d'avoir été là ce dimanche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est diffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.